Le moment où Lucie Namura fut chassée de son mariage, la rue devint étrangement silencieuse. Le portail se referma derrière elle dans un léger cliquetis métallique, final, délibéré. Sa valise gisait ouverte à ses pieds, son contenu répandu sur le sol comme une vie dont plus personne ne voulait. À l'intérieur de la maison, des voix traversaient les murs. Des rires. Une célébration. Quelqu'un d'autre avait déjà pris sa place. Lucie resta là un long moment, immobile. Pas de larmes, pas de cris, seulement la lente prise de conscience que sa loyauté lui avait tout coûté sans rien lui rapporter. Elle s'affaissa sur le trottoir, fixant ses mains vides. De l'autre côté de la route, un homme était assis contre un mur de béton, vêtements usés, regard fin, calme et observateur. Un mendiant, diraient la plupart. Invisible. Oubliable. Mais lorsque son regard croisa celui de Lucie, quelque chose changea silencieusement, dangereusement, marquant le début d'un choix que personne ne comprendrait. Avant de continuer, d'où nous regardez-vous en ce moment, et quelle heure est-il chez vous? Si les histoires de trahison, de dignité et de rédemption inattendue vous touchent, pensez à vous abonner et à rester avec nous. Lucie Namura croyait autrefois que le silence était une forme d'amour. Dans les premières années de son mariage avec Daniel Mohanji, elle se disait que les moments calmes, ceux où les mots manquaient, où les émotions étaient étouffées plutôt que partagées, étaient des signes de maturité. Daniel n'était pas un homme bruyant. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Il ne claquait pas la porte dans un accès de colère. À la place, il se retirait. Et Lucie apprit lentement, douloureusement, à se modeler autour de cette absence. Ils s'étaient rencontrés lorsque Lucie avait 25 ans, alors qu'elle travaillait comme réceptionniste dans une petite entreprise de logistique à la périphérie de Nairobi. Daniel était alors agent junior des opérations, ambitieux, toujours impeccablement habillé, parlant davantage de là où il allait que de là d'où il venait. Lucie admirait cette assurance. Ayant grandi dans un foyer modestanier, où les rêves étaient pratiques et les espoirs mesurés, la confiance de Daniel lui semblait être la promesse de quelque chose de plus grand. Lorsqu'il la remarqua vraiment, elle eut l'impression d'avoir été choisie. Leur cours fut brève mais intense. Daniel parlait de partenariat, de construire un avenir ensemble. Il lui disait qu'elle était différente des autres femmes. « Tu comprends le sacrifice », lui dit-il un jour, souriant comme si c'était un compliment. Lucie le prit comme tel. Le mariage arriva rapidement. La cérémonie fut modeste mais respectable, financée en grande partie par les économies de Lucie et les contributions de sa famille. Daniel promit que lorsque sa carrière décollerait, il rembourserait tout, rendrait chaque sacrifice worthwhile. Lucie le crut. À l'époque, croire venait facilement. La première année ne fut pas malheureuse, mais inégale. Daniel travaillait de longues heures et rentrait épuisé, souvent distrait. Lucie gérait la maison, les repas, les factures, et tout le travail émotionnel nécessaire pour qu'un mariage ressemble à un foyer. Lorsque Daniel se montrait brusque ou restait silencieux pendant des jours, elle se disait que c'était le stress. Lorsqu'il oubliait les anniversaires ou balayait ses préoccupations, elle se rappelait que les hommes à succès portaient de lourds fardeaux. Sois patiente, lui conseillait sa mère au téléphone. Une bonne femme construit un homme. Alors Lucie construisit. Elle se levait avant l'aube pour préparer le petit déjeuner de Daniel. Elle repassait soigneusement ses chemises, s'assurant que les plis soient impeccables. Quand l'argent manquait, elle sautait des repas sans le lui dire. Lorsque Daniel suggéra qu'elle quitte son emploi pour se concentrer sur le foyer, elle hésita, puis accepta. Il disait que ce serait temporaire. Il disait avoir besoin de son soutien. Sans son salaire, Lucie devint financièrement dépendante sans même s'en rendre pleinement compte. Daniel prit en charge les comptes. Il décidait de ce qui était nécessaire et de ce qui ne l'était pas. Quand Lucie demandait de l'argent, elle apprit à justifier chaque demande. « Pourquoi as-tu besoin d'autant » demandait-il, sur un ton détendu mais tranchant. Les pensées ne paient pas les factures, Lucie. Il n'élevait jamais la voix. C'était la partie la plus difficile. Son calme la poussait à douter d'elle-même. Avec le temps, la distance entre eux grandit. Le téléphone de Daniel était toujours posé face contre table. Il protégeait ses messages, sortant prudemment pour répondre à ses appels. Lorsque Lucie posait des questions, il l'accusait d'être insécure, ingrate, dramatique. Tu imagines des choses. Tout ne tourne pas autour de toi. Lucie essaya de se réparer elle-même plutôt que de réparer le problème.
Elle s'habillait mieux. Elle parlait moins. Elle apprit à lire les humeurs de Daniel et à s'y adapter. Les bons jours, il était charmant, parfois même affectueux. Les mauvais jours, il était froid et distant, comme si elle était un fardeau qu'il n'avait pas prévu de porter. La solitude s'installa doucement. Lucie cessa d'inviter des amis, car Daniel n'aimait pas le bruit. Elle rendait visite à sa famille de moins en moins souvent, parce que Daniel se plaignait du coût des déplacements. Peu à peu, son monde se rétrécit jusqu'à ne plus tourner qu'autour de lui et de la maison qu'il partageait. À la 3e année, la carrière de Daniel s'était considérablement améliorée. Il avait obtenu un poste de direction, assistait à des événements de réseautage et s'habillait encore plus élégamment qu'avant. Avec son succès vint un changement que Lucie n'arrivait pas d'abord à nommer une impatience, le sentiment qui la dépassait. Il commença à la corriger en public, à faire des plaisanteries à ses dépens, à la comparer défavorablement à d'autres femmes, plus soignées, plus ambitieuses, plus présentables. Lucie riait avec eux, les joues brûlantes. La nuit, elle restait éveillée à côté de lui, fixant le plafond, se demandant quand l'amour était devenu quelque chose qu'elle devait mériter chaque jour. Elle regrettait d'être vue. Elle regrettait qu'on lui parle avec douceur. Elle regrettait la version d'elle-même qui croyait autrefois qu'elle comptait. Pourtant, elle restait. Parce que partir ressemblait à un échec. Parce qu'on lui avait appris que l'endurance était une force. Parce qu'elle croyait que si elle essayait simplement plus fort, donnait davantage, se plaignait moins, les choses redeviendraient comme avant. Ce que Lucie ne savait pas ou refusait de voir, c'est que Daniel avait déjà quitté le mariage émotionnellement bien avant de le faire physiquement. Son ambition avait commencé à inclure un autre type de partenaire, une femme qui correspondait mieux à l'image qu'il voulait projeter au monde. Et tandis que Lucie s'efforçait de se rapetisser pour entrer dans la vie de Daniel, quelqu'un d'autre prenait discrètement la place dont on la chassait peu à peu. La trahison n'était pas arrivée soudainement. Elle s'était construite au fil des années, déguisée en ambition, masquée par le silence, justifiée par le progrès. Lucie ne le comprendrait que plus tard, lorsque ce silence se briserait enfin et que le prix de sa loyauté serait exposé de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. La vérité n'arriva pas dans le tumulte. Elle se présenta un après-midi ordinaire, enveloppée de commodité et de négligence. Lucie Namura s'était rendue au bureau de Daniel Mohangy sans prévenir, portant un petit récipient de ragoût fait maison. Ce n'était pas un grand geste, juste quelque chose qu'elle faisait autrefois, quand elle croyait encore que de petites attentions pouvaient adoucir la distance. Daniel avait mentionné qu'il travaillerait tard. Lucie pensa que le repas pourrait l'aider. La réceptionniste la regarda avec une politesse confuse. « Oh » dit-elle en hésitant. « Monsieur Mohangy est déjà parti. » Lucie fronça les sourcils. « Parti. »« Pour une réunion » ajouta rapidement la femme. « Avec Vanessa. » Lucie ne demanda pas qui était Vanessa. Quelque chose dans la manière dont le nom avait été prononcé trop familière, trop répété lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle quitta lentement le bâtiment, le récipient semblant devenir de plus en plus lourd dans ses mains. À l'extérieur, la ville suivait son cours habituel. Les voitures klaxonnaient, les vendeurs criaient. La vie continuait, indifférente à l'effondrement silencieux qui se produisait dans sa poitrine. Lucie ne confronta pas Daniel ce soir-là, ni le lendemain. Elle attendit, observant avec plus d'attention qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle remarqua le changement de son parfum, la façon dont il souriait à son téléphone, la manière dont il rentrait plus tôt les jours où il prétendait être épuisé. Une semaine plus tard, elle le suivit. Elle se dit qu'elle voulait seulement de la clarté. Pas une confirmation, juste de la clarté. Mais lorsque Daniel se gara devant un complexe d'appartements modernes à Westland et entra avec une femme dont le rire s'entendait même à travers les portes vitrées fermées, la clarté arriva avec une netteté cruelle, implacable. Vanessa Ayano était tout ce que Lucie n'était pas. Grande, sûre d'elle, vêtue de tenues sur mesure qui respiraient l'argent et la certitude. Elle se déplaçait comme si chaque endroit lui appartenait naturellement. Lorsque Daniel se pencha pour l'embrasser, ce ne fut ni pressé ni secret. C'était simple. Familier. Lucie resta figée dans la voiture, de l'autre côté de la rue, les mains serrées sur le volant jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Elle ne pleura pas. Le choc lui avait volé cette capacité. Tout ce à quoi elle pensait, c'était à quel point Daniel semblait expérimenter, à l'absence totale d'hésitation dans sa trahison. Ce soir-là,
Lucie lui demanda directement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Sa voix était calme malgré la tempête qui grondait en elle. Daniel ne nia pas. Il soupira comme si elle avait posé une question gênante. Lucie, ne faisons pas ça. Faire quoi? Murmura-t-elle. Demandez la vérité. Il s'adossa à sa chaise, croisa les bras. Vanessa me comprend. Elle soutient mes objectifs. Elle n'a pas constamment besoin d'être rassurée. Lucie le fixa, stupéfaite. Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien. Et je l'apprécie, répondit-il froidement. Mais les gens évoluent. Toi, tu es restée la même. Ces mots frappèrent plus fort qu'une gifle. En quelques jours, la situation s'aggrava. Vanessa commença à apparaître ouvertement lors des événements professionnels de Daniel, au dîner auquel Lucie l'accompagnait autrefois. Il n'y avait aucune tentative de discrétion. Le message était clair, Lucie était en train d'être remplacée. Quand Daniel lui demanda enfin de partir, ce ne fut pas présenté comme de la cruauté, mais comme une nécessité pratique. Cette situation ne fonctionne plus, dit-il un soir, debout dans le salon qu'ils avaient autrefois peint ensemble. Vanessa va emménager. Lucie rit doucement non parce que c'était drôle, mais parce que l'alternative était de s'effondrer complètement. Tu veux juste que je parte. Tu trouveras une solution, répondit-il. Tu y arrives toujours. Elle pensa que c'était le pire. Elle se trompait. La famille de Daniel arriva le lendemain matin. Sa mère s'assit raide sur le canapé, les lèvres pincées. Sa sœur évitait totalement le regard de Lucie. Quand Lucie tenta d'expliquer, de rappeler les années de sacrifice et de loyauté, la mère de Daniel l'interrompit d'un geste de la main. Une femme qui ne sait pas garder son mari a manqué à son devoir, déclara-t-elle. Daniel a besoin de paix, pas de drame. Vanessa arriva peu après, impeccablement vêtue, se comportant comme une invitée d'honneur. Elle observa Lucie de haut en bas, une seule fois, son expression indéchiffrable. « Oh, dit-elle légèrement. Je ne savais pas que tu étais encore là. Daniel m'a dit que tout serait déjà réglé. » Réglé. Lucie sentit quelque chose se fissurer en elle. À midi, sa valise était prête, remplie surtout de vêtements qu'elle avait achetés bien avant le mariage. Les cadeaux qu'elle avait offerts à Daniel restèrent derrière. Les meubles aussi. La maison qu'elle avait tenté de bâtir également. Alors qu'elle franchissait le seuil, Daniel se tenait à la porte, le visage soigneusement neutre. « Tu n'étais pas obligé de rendre ça si difficile, » dit-il. Lucie se retourna une dernière fois vers lui. « C'est toi qui as rendu ça impossible. » Le portail se referma derrière elle. C'est ainsi que Lucie Namura devint invisible. Dans les jours qui suivirent, l'humiliation s'approfondit. Les amis cessèrent d'appeler. Les connaissances communes choisirent un camp ou le silence. Les rumeurs se répandirent rapidement, déformées en quelque chose de laid. Elle ne le satisfaisait pas. Elle était trop effacée. Elle le freinait. Lucie chercha du travail, mais sans expérience récente ni référence, les portes se fermaient poliment. Elle loua une petite chambre près du marché, payée avec le peu d'économie qui lui restait. La nuit, elle restait éveillée, écoutant les bruits de la ville, se demandant comment tout ce pour quoi elle avait travaillé avait pu disparaître aussi complètement. La blessure la plus profonde n'était pas la perte de Daniel. C'était la réalisation que l'amour qu'elle avait donné si librement avait été traité comme jetable. Elle repassait les conversations dans sa tête, cherchant les signes qu'elle avait manqués, les moments où elle aurait pu parler, exiger davantage, partir plus tôt. Le regret s'installa comme un brouillard épais. Un après-midi, alors qu'elle achetait des légumes avec ses derniers billets, Lucie tomba sur Daniel et Vanessa ensemble. Vanessa sourit en la voyant, lentement, délibérément. « Oh, dit-elle. J'espérais qu'on se croiserait. » Daniel bougea mal à l'aise, mais ne dit rien. « Je voulais juste dire, poursuivit Vanessa, que tout arrive pour une raison. Certaines personnes sont destinées à servir de tremplin. » Lucie ne répondit pas. Elle ramassa simplement son sac et s'éloigna. Le dos droit, le visage calme mais à l'intérieur, quelque chose s'endurcissait. La trahison n'était plus seulement personnelle. Elle était sociale, publique, systémique. Lucie n'avait pas seulement perdu son mariage, elle avait été dépouillée de sa dignité dans une société qui offrait peu de compassion aux femmes tombées en disgrâce. Ce soir-là, seule dans sa chambre louée,
Lucie posa son front contre le mur et se permit de pleurer pour la première fois depuis son départ. Les larmes coulèrent en silence, sans éclat, s'imprégnant dans l'oreiller mince sous sa tête. Elle ne pleura pas pour Daniel. Elle pleura pour la femme qu'elle avait été fidèle, pleine d'espoir, croyant que la bonté suffisait toujours. Ce que Lucie ne savait pas encore, c'est que cette chute publique n'était pas la fin de son histoire, mais le dégagement d'un chemin qu'elle n'aurait jamais choisi volontairement. Et quelque part, au-delà des murs de cette petite chambre, le monde était déjà en train de changer lentement, silencieusement vers une rencontre qui remettrait en question tout ce que Lucie croyait comprendre de la valeur, de la perte et de l'amour. La chambre que louait Lucie Namura était à peine assez grande pour contenir un lit, une chaise et un étroit passage entre les deux. Les murs étaient fins, la peinture écaillée, et l'unique fenêtre donnait sur un autre bâtiment si proche que la lumière du soleil n'atteignait la pièce qu'en pâles fragments l'après-midi. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'elle s'était imaginé habiter à 32 ans, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre pour le moment. Chaque matin, Lucie se réveillait avant que la ville ne s'anime vraiment. Non pas parce qu'elle avait un endroit où aller, mais parce que rester immobile rendait ses pensées trop bruyantes. Elle se lavait le visage à l'eau froide, s'habillait avec soin dans les vêtements les plus propres qu'elle possédait, puis sortait. Avec la détermination silencieuse de quelqu'un qui refuse de disparaître, elle découvrit que trouver du travail était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Elle allait de bureau en bureau, de marché en marché, serrant contre elle un dossier contenant ses anciens diplômes et un CV qui lui semblait soudainement embarrassant de minceur. Les réceptionnistes souriaient poliment. Les responsables parcouraient ses documents et promettaient de la rappeler. Certains étaient plus honnêtes. « Vous êtes resté trop longtemps hors du marché du travail », lui dit doucement un homme. « Nous cherchons quelqu'un de plus dynamique », ajouta un autre, sans croiser son regard. Lucie apprit à hocher la tête, à remercier, puis à partir sans laisser ses épaules s'affaisser. La fierté devint quelque chose qu'elle rationnait avec soin. Dès la 2e semaine, ses économies étaient presque épuisées. Elle cessa d'acheter de la viande, puis des fruits. Elle apprit quel vendeur du marché était plus généreux avec les légumes abîmés en fin de journée. La faim devint une compagne sourde, présente, mais supportable. Ce qui la blessait plus encore que la faim, c'était le regard des autres. Dans son ancien quartier, elle avait été l'épouse de Daniel Mohangy. On la saluait avec respect, on l'invitait aux événements, on lui demandait son avis sur de petites décisions. Ici, elle n'était plus qu'une femme parmi tant d'autres, essayant de survivre. Invisible tant qu'elle ne dérangeait pas, observée de près dans les boutiques, ignorée lorsqu'elle parlait trop doucement. Un après-midi, Lucie surprit 2 femmes chuchotant derrière elle à un étal. « C'est elle, » dit l'une. « Celle dont le mari est parti avec cette femme d'affaires. »« J'ai entendu dire qu'elle n'arrivait pas à le rendre heureux, » répondit l'autre. « Que veux-tu » Lucie paya ses légumes les mains tremblantes et s'éloigna sans se retourner. Les mots la suivirent malgré tout, s'accrochant à ses vêtements comme de la poussière. La nuit, la solitude devenait plus lourde. Lucie était allongée sur son lit étroit, écoutant les disputes à travers les murs, les pleurs des bébés, les radios jouant à faible volume. Tout le monde autour d'elle semblait avoir un endroit où appartenir, même imparfait. Lucie se sentait suspendue entre 2 états. Plus une épouse, pas encore autre chose. Elle regrettait les choses simples. Cuisiner sans compter les pièces, rire sans vérifier qui pouvait entendre, être touchée avec affection plutôt qu'indifférence. Certaines nuits, la colère surgissait, brûlante et tranchante. Contre Daniel. Contre Vanessa. Contre la famille de Daniel. Contre elle-même. D'autres nuits, la colère se dissipait, ne laissant que l'épuisement et une tristesse sourde, persistante. C'est lors de l'un de ces jours plus calmes que le chemin de Lucie frôla quelque chose de nouveau. Elle avait passé la matinée à traverser la ville, suivant des pistes qui ne menaient nulle part. En milieu d'après-midi, ses pieds lui faisaient mal et le soleil s'abattait sans pitié. Elle s'arrêta près d'un carrefour très fréquenté, s'adossant à une barrière de béton pour reprendre son souffle. C'est alors qu'elle le remarqua. Il était assis à quelques mètres, partiellement à l'ombre d'un panneau publicitaire décoloré. Ses vêtements étaient usés mais propres. Ses chaussures avaient été réparées plus d'une fois. Il ne criait pas, ne mendiait pas bruyamment comme d'autres autour. Il se contentait de s'asseoir, observant le flot des passants avec un calme presque déplacé au milieu du chaos. À côté de lui reposait une petite pancarte écrite à la main. Elle ne demandait pas d'argent.
On pouvait y lire. Tout ce que vous donnez est suffisant. Lucie se surprit à le fixer plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Il y avait quelque chose dans sa posture droite, posée qui contredisait l'étiquette que la plupart des gens lui auraient attribuée au premier regard. Quand leurs yeux se croisèrent, il ne détourna pas le regard. Il inclina légèrement la tête, poliment, comme pour reconnaître sa présence plutôt que mendier son attention. Lucie fouilla dans son sac. Elle n'avait pas de monnaie, seulement une bouteille d'eau à moitié pleine et un petit morceau de pain enveloppé dans du papier. Elle hésita. La voix rationnelle dans sa tête lui rappela qu'elle n'avait presque rien elle-même, que la générosité était un luxe, que survivre exigeait des limites. Mais une autre voix, plus ancienne, plus douce, s'éleva. Elle s'approcha et lui tendit la bouteille. « Tenez », dit-elle simplement. L'homme l'accepta avec un léger sourire. « Merci », répondit-il d'une voix calme et chaleureuse. « Vous n'étiez pas obligé. » Lucie haussa les épaules. « Vous non plus. » Pendant un bref instant, ils restèrent assis en silence. La ville bourdonnait autour d'eux, voitures, pas pressés, klaxons lointains. L'homme prit une petite gorgée d'eau, referma la bouteille et la lui rendit. « Vous pourriez en avoir plus besoin que moi, » dit-il. Lucie secoua la tête. « Je peux en trouver d'autres. » Il la regarda un instant, sans insistance, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. « Alors je vous suis reconnaissant. » Elle partit sans lui demander son nom, sans offrir davantage. L'échange lui sembla petit, insignifiant. Pourtant, tandis que Lucie s'éloignait, quelque chose en elle se desserra légèrement. Au fil des jours suivants, leurs chemins se croisèrent à nouveau. Toujours par hasard. Toujours brièvement. Parfois, Lucie avait un fruit à partager. Parfois, juste un salut. L'homme Samuel, apprit-elle plus tard, ne posait jamais de questions, ne mendiait jamais. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Lucie se surprit à s'attarder. Elle ne lui parla ni de Daniel ni de Vanessa. Elle n'en avait pas besoin. Samuel parlait de choses simples, de la manière dont les villes changent les gens, du poids des attentes, de l'étrange bonté des inconnus qui ignorent votre passé. Ces mots étaient simples, mais chargés de sens. On peut tout perdre, dit-il un jour, et conserver malgré tout l'essentiel, si l'on fait attention. Lucie ne lui demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle n'était pas certaine de vouloir le savoir. Les jours devinrent des semaines. La vie de Lucie restait difficile, mais elle ne lui semblait plus totalement vide. La routine de marcher, chercher, survivre continuait. Mais il y avait désormais aussi le réconfort discret d'être vue sans jugement, ne serait-ce que quelques minutes à la fois. Elle ne considérait pas Samuel comme un espoir. C'était trop dangereux. Mais elle commença à le voir comme autre chose. Un rappel que la dignité ne disparaît pas simplement parce que le monde cesse de vous l'offrir, que la gentillesse ne nécessite pas l'abondance, que le fait d'être brisé ne rend pas indigne de lien. Lucie était toujours au plus bas de sa vie, incertaine, blessée. Mais pour la première fois depuis que le portail s'était refermé derrière elle, elle ne se sentait plus complètement seule dans cette descente. Et parfois, cela suffisait pour continuer à avancer. Lucie Namura ne comptait plus les jours. Le temps avait cessé de fonctionner comme avant, il n'était plus rythmé par des projets ou des étapes, mais par l'endurance, par la durée pendant laquelle elle pouvait rester debout, par le peu qu'elle pouvait dépenser tout en atteignant le lendemain matin. Ce qu'elle remarquait, en revanche, c'était Samuel Adawal. Pas d'abord comme une personne, mais comme une constante, un point fixe dans une ville qui changeait sans cesse sous ses pieds. Il était toujours là, près du carrefour, quand elle passait en route vers un entretien ou un marché, assis tranquillement, parfois en train de lire un livre de poche effiloché dont la couverture avait disparu depuis longtemps. Parfois, il observait simplement les passants pressés, les visages tendus vers des destinations qui comptaient pour eux. Lucie se disait que cela ne signifiait rien. Elle ne cherchait pas de lien. Elle avait déjà du mal à se maintenir à flot. Pourtant, la familiarité s'installa quand même douce, sans prévenir. Il était plus facile de le saluer maintenant. Un signe de tête. Un « bon après-midi ». Parfois quelques mots échangés avant de repartir. Un soir, après une journée particulièrement longue de refus, Lucie s'arrêta plus longtemps que d'habitude. Son dernier entretien s'était terminé par le même sourire poli, la même promesse creuse. Elle s'assit sur le trottoir, à une distance respectueuse de Samuel, son sac posé à ses pieds. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, baignant la rue d'une lueur jaune fatiguée.
Vous avez l'air de quelqu'un qui porte des pensées lourdes, dit doucement Samuel. Lucie laissa échapper un souffle bref, sans humour. Elles ne sont plus lourdes. Juste constantes. Samuel hocha la tête, comme si cela allait de soi. Parfois, c'est pire. Elle ne lui demanda pas comment il le savait. Elle ne contesta pas cette lucidité. Elle regarda simplement devant elle, observant les voitures passer. Je croyais que si je faisais tout correctement, la vie me rencontrerait à mi-chemin, dit soudain Lucie. Les mots la surprirent elle-même. Il s'avère que la vie ne négocie pas. Samuel esquissa un sourire. La vie écoute mal, mais elle observe attentivement. Lucie le regarda. On dirait quelqu'un qui a déjà perdu une dispute avec elle. Plusieurs, répondit-il. Et j'ai appris que crier en retour ne faisait que m'épuiser. La conversation s'arrêta là non pas parce qu'elle devait continuer, mais parce qu'elle avait accompli ce qu'elle devait. Lucie se leva, ajusta son sac et repartit avec un peu moins de poids sur la poitrine. Le lendemain, elle lui apporta de la nourriture. Ce n'était pas grand-chose, du riz et des légumes qu'elle avait cuisinés avec soin pour les faire durer. Elle se dit que c'était pratique, plus simple à partager que de porter des restes toute la journée. Elle posa le récipient à côté de lui, sans cérémonie. Samuel leva les yeux, surpris. Pour moi. Pour toi, confirma Lucie. Si tu en veux. Il l'accepta lentement, avec respect, comme s'il reconnaissait davantage l'effort que la nourriture elle-même. Merci, dit-il. Tu n'aurais pas dû. Lucie haussa les épaules. Je n'aurais pas dû faire beaucoup de choses. Celle-ci me semble inoffensive. Samuel rit doucement. C'était un rire grave, chaleureux, sans défense. La gentillesse paraît rarement inoffensive à ceux qui la reçoivent. Lucie balaya la remarque d'un geste et s'éloigna avant que l'instant ne s'étire et ne devienne inconfortable. À partir de là, une habitude s'installa naturellement. Lucie apportait de la nourriture quand elle le pouvait, parfois des fruits, parfois des restes, parfois rien d'autre qu'une conversation. Samuel ne demandait jamais plus, n'attendait rien. Il la remerciait chaque fois avec la même sincérité discrète. Ce qui frappait le plus Lucie, c'était ce qu'il ne faisait pas. Il ne se plaignait pas. Il ne racontait pas sa souffrance. Il ne jouait pas la carte du désespoir. Certains jours, d'autres mendiants criaient ou suppliaient bruyamment pour attirer l'attention. Samuel restait immobile, sa présence effacée. Les gens le remarquaient moins, et Lucie soupçonnait que c'était intentionnel. Un après-midi, la curiosité l'emporta enfin. « Pourquoi ne demandes-tu pas d'argent ?» lui demanda-t-elle. Samuel réfléchit un instant. Parce que cela change la nature de l'échange. Quand les gens donnent de l'argent, ils cherchent souvent à se soulager de leur culpabilité ou de leur malaise. Quand ils donnent autre chose, ils se donnent eux-mêmes. Lucie y pensa longuement. « Et toi, qu'est-ce que tu donnes ?» Les yeux de Samuel rencontrèrent les siens, calmes et fermes. Rien qu'il puisse voir. Lucie ne comprit pas totalement, mais la réponse resta avec elle. Au fil des semaines, leurs conversations s'approfondirent non par des confessions, mais par des réflexions. Ils parlaient des villes et de la façon dont elles engloutissent les gens, des attentes imposées aux hommes et aux femmes, de la violence silencieuse d'être ignorée. Lucie se surprit à parler plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Elle raconta son enfance à Yerry, la force de sa mère, les rêves qu'elle avait eus autrefois et qui lui semblaient désormais hors de portée. Elle parla du mariage sans nommer Daniel, de la trahison sans entrer dans les détails. Samuel écoutait toujours. Il n'interrompait jamais. Il ne proposait jamais de solution. Quand Lucie s'arrêtait, incertaine d'en avoir trop dit, il se contentait de hocher la tête, comme pour reconnaître la vérité de son vécu sans chercher à la remodeler. « Tu sais, dit Lucie un soir, les gens pensent que la solitude est ce qu'il y a de pire. »« Et toi, tu ne le crois pas ?» demanda Samuel. « Je pense que ne pas être vu est pire, » répondit-elle. L'expression de Samuel changea légèrement, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que Lucie remarque quelque chose traverser son regard. Une reconnaissance, peut-être. Ou un souvenir. Oui, dit-il doucement. C'est bien pire. Il y eut des moments. Lucie se surprit à sourire sans raison apparente. Des moments où elle réalisa qu'elle attendait ces conversations avec impatience, ces courtes poches de calme. Cela l'effrayait. Elle n'avait pas prévu de ressentir quoi que ce soit à nouveau. Pas après Daniel.
Pas après tout ce qu'on lui avait pris. L'attachement émotionnel lui semblait imprudent, dangereux. Mais c'était différent. Samuel ne réclamait pas de place dans sa vie. Il n'occupait aucun territoire. Il offrait une présence sans attente. En sa compagnie, Lucie n'avait pas besoin de jouer la force ou la compétence. Elle pouvait simplement exister. Un après-midi, alors que Lucie s'apprêtait à partir, Samuel parla de nouveau. « Tu ne me dois pas ça », dit-il en désignant d'un geste léger la nourriture ou le temps qu'elle lui donnait. Lucie s'arrêta. « Je le sais. »« Alors pourquoi reviens-tu toujours ?» Lucie réfléchit avec soin. La réponse honnête monta à ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Parce que quand je suis ici, dit-elle, je n'ai pas l'impression d'être quelque chose qui a échoué. » Samuel la regarda longuement. Puis il hocha une fois la tête. « C'est important. » Ce fut la chose la plus proche que l'un ou l'autre osa dire pour nommer ce qui était en train de naître entre eux. Ce soir-là, Lucie rentra dans sa chambre louée avec un étrange sentiment de calme. Sa vie restait incertaine, son avenir flou. Elle n'avait toujours pas de travail, pas de sécurité, pas de garantie. Mais quelque chose avait changé pour la première fois depuis la fin de son mariage. Lucie sentait que sa valeur n'était plus mesurée par ce qu'elle pouvait offrir ou endurer. Elle était simplement reconnue. Elle n'appela pas cela de l'espoir. Elle appela cela un espace pour respirer. Et parfois, c'est ainsi que commence la guérison. Non par de grands gestes ou des changements soudains, mais par la décision silencieuse de continuer à se présenter là où la gentillesse a le droit d'exister. Lucie Namura recommença à remarquer la ville. Ce n'était pas que Nairobi avait changé. Les rues étaient toujours bondées, le bruit toujours constant, l'air toujours chargé d'urgence et d'impatience. Mais quelque chose en elle avait suffisamment bougé pour qu'elle voie des détails autrefois ignorés. La femme qui vendait du thé chaque matin avec le même sourire appliqué. L'agent de sécurité qui faisait traverser les enfants bien après la fin de son service. La bonté fatiguée qui vivait discrètement sous la rudesse de la ville. Ses journées restaient difficiles. Elle marchait encore de longues distances avec des chaussures usées, rentrait encore dans sa petite chambre avec plus de questions que de réponses, comptait encore ses pièces avant chaque achat. Mais désormais, à travers la lutte, un rythme s'était installé, un rythme qui la stabilisait. Samuel Adawal faisait partie de ce rythme. Leur rencontre n'était jamais planifiée. Lucie n'organisait pas ses journées autour de lui, et Samuel ne lui demandait jamais quand elle reviendrait. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils continuaient à se retrouver au même carrefour, sous le même panneau publicitaire délavé, durant ces heures intermédiaires où la ville ralentit juste assez pour respirer. Lucie continua d'apporter de la nourriture quand elle le pouvait. Non parce que Samuel en avait besoin, elle soupçonnait qu'il pouvait survivre sans ses offrandes, mais parce que donner lui faisait du bien. Cela lui rappelait qu'elle était encore capable de générosité, même lorsque sa propre coupe semblait presque vide. Un après-midi, alors qu'elle lui tendait un petit récipient de haricots et de riz, Samuel la regarda avec une douce inquiétude. « Tu maigris » dit-il. Lucie rit légèrement. « C'est ce que fait le stress. C'est ce que fait l'oubli de soi » corrigea-t-il. Elle haussa les épaules, mal à l'aise. « Je n'ai pas le luxe de m'inquiéter pour moi en ce moment. » Samuel accepta la nourriture, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. C'est une croyance dangereuse. Lucie fronça les sourcils. Survivre n'est pas dangereux. C'est nécessaire. Oui, répondit-il calmement. Mais survivre sans considération pour soi devient autre chose. Une endurance sans dignité. Les mots restèrent suspendus entre eux. Lucie s'assit à côté de lui, adossée au mur de béton. Tu parles comme quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir. Samuel esquissa un sourire. Trop de temps. Elle l'observa plus attentivement que d'habitude, les rides autour de ses yeux, la manière soignée dont il repliait ses mains, l'immobilité maîtrisée de sa posture. Il ne semblait pas brisé. S'il y avait quelque chose, c'était plutôt une forme de choix conscient. Tu n'as pas toujours été comme ça, n'est-ce pas ? demanda-t-elle. Le regard de Samuel resta tourné vers la rue. Comme quoi ? Ici, dit Lucie doucement. Invisible. Un instant, Lucie crut avoir dépassé une limite, mais Samuel ne se referma pas. Il inspira lentement. Non, dit-il. Je ne l'étais pas. Elle attendit, mais il n'ajouta rien. Lucie respecta ce silence. Elle avait appris, dans la douleur, que les gens se révélaient à leur propre rythme,
ou pas du tout. Dans les jours qui suivirent, la recherche d'emploi de Lucie devint plus urgente. Son loyer arrivait à échéance, et elle avait à peine de quoi le payer. Elle accepta des travaux temporaires partout où elle le pouvait. Nettoyer des bureaux le soir, aider des vendeurs à ranger leurs étals, assister dans un petit café qui la payait à la journée. Le travail était épuisant, mais il lui apportait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le sentiment d'agir par elle-même. Elle en parla à Samuel un soir, la voix fatiguée mais fière. « Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais c'est honnête. » Samuel hocha la tête avec approbation. Le travail honnête a une façon bien à lui de restaurer les gens. Lucie sourit. « Tu parles comme ma mère. »« Alors, répondit-il, elle doit être une femme sage. » Elle éclata de rire, surprise par la facilité avec laquelle cela venait. À mesure que leur conversation s'approfondissait, Lucie commença à remarquer autre chose, la perception de Samuel des gens. Il voyait les rapports de pouvoir, les changements subtils de comportement, les hiérarchies silencieuses qui façonnaient les interactions. Il en parlait sans amertume, mais avec clarté. La plupart des cruautés, disait-il, viennent de la peur déguisée en certitude. Lucie pensa à Daniel, à Vanessa, à la façon dont il l'avait traitée une fois qu'elle ne correspondait plus à leur récit. « Ça sonne juste », murmura-t-elle. Un soir, alors que Lucie s'apprêtait à partir, Samuel l'arrêta. « Lucie, dit-il doucement, puis-je te poser une question ?» Elle se retourna. « Bien sûr. Pourquoi es-tu restée si longtemps ?» La question n'était pas accusatrice. Elle ne portait aucun jugement. Elle était simplement curieuse. Lucie sentit sa poitrine se serrer. « Je pensais que partir voulait dire que j'avais échoué, avoua-t-elle. Je croyais que l'amour se mesurait à ce que l'on pouvait endurer. » Samuel hocha lentement la tête. « Beaucoup de gens le croient. »« Et toi ?» demanda-t-elle. Il soutint pleinement son regard. « Non. Je crois que l'amour se mesure à la sécurité que l'on ressent quand on est honnête. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en Lucie. Elle réalisa soudainement qu'elle ne s'était jamais sentie en sécurité pour être honnête dans son mariage. Pas totalement, pas sans conséquence. Elle avala sa salive. « Je ne sais pas si je sais encore faire ça. » La voix de Samuel s'adoucit. « Tu le fais déjà. » Lucie rentra ce soir-là l'esprit embrouillé. Au fil des semaines suivantes, quelque chose de subtil mais indéniable se produisit. Lucie commença à tenir à Samuel, non comme à une solution, ni comme à une fantaisie, mais comme à une personne. Elle remarquait quand il n'était pas à l'intersection. Elle ressentait une pointe d'inquiétude lorsque plusieurs jours passaient sans le voir. Elle craignait de franchir une limite qu'elle s'était juré de ne pas approcher. Elle n'était pas prête à aimer de nouveau. Elle n'était même pas sûre de le vouloir un jour. Mais elle faisait confiance à Samuel, et cette confiance l'effrayait plus que la trahison ne l'avait jamais fait. Un après-midi, Lucie le trouva debout au lieu d'être assis. Il semblait instable, une main appuyée contre le mur. « Ça va ?» demanda-t-elle immédiatement. Samuel balaya l'inquiétude d'un geste. « Juste fatigué. »« Tu n'as pas l'air juste fatigué, » insista Lucie. Il lui adressa un sourire rassurant. « J'ai connu pire. » Lucie ne discuta pas, mais l'inquiétude demeura. Plus tard dans la soirée, seule dans sa chambre, Lucie réalisa à quel point la présence de Samuel avait commencé à compter. Elle repensa à leur conversation, au respect silencieux, à la manière dont il ne minimisait jamais sa douleur ni n'essayait de la remodeler. Elle se demanda ce que cela signifierait s'il disparaissait. Cette pensée la troubla profondément. Lucie n'avait pas choisi l'amour, pas consciemment. Elle avait choisi la gentillesse, la constance, l'honnêteté. Quelque part en chemin, ses choix avaient bâti quelque chose de fragile et de réel. Elle ne savait pas encore que Samuel Hadowell portait un passé bien plus lourd que le sien. Que son calme était forgé par la perte, non par la paix. Que sa présence dans sa vie n'était pas accidentelle, mais soigneusement choisie. Pour l'instant, Lucie savait seulement ceci. Pour la première fois depuis que sa vie s'était effondrée, elle se sentait vue sans être examinée, valorisée sans être évaluée. Et dans cet espace silencieux entre la survie et l'abandon, quelque chose de nouveau prenait racine. Pas l'espoir, pas l'amour, mais le courage de croire que la dignité pouvait encore grandir, même dans les endroits les plus inattendus. Lucie Namura ne chercha pas à analyser Samuel Hadowell. Au début, elle se disait simplement observatrice de nature, une vieille habitude née d'années passées à vivre prudemment,
à mesurer ses mots, à observer les humeurs. Mais à mesure que les semaines passaient, de petites incohérences dans la présence de Samuel commencèrent à ressortir, discrètement, avec insistance. Elles n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient subtiles, et c'est ce qui les rendait difficiles à ignorer. Samuel ne se précipitait jamais pour obtenir de la nourriture comme le faisaient les autres quand des gens déposaient des pièces dans leurs paumes ouvertes. Il les acceptait avec gratitude, mais sans urgence. Parfois, il redirigeait l'argent vers un autre mendiant un peu plus loin dans la rue, comme si le besoin était un fardeau partagé plutôt qu'une compétition. Il parlait anglais avec une aisance qui semblait instruite, soignée, mais jamais prétentieuse. Son vocabulaire changeait naturellement selon son interlocuteur. Simple avec les enfants, précis avec les professionnels, chaleureux avec Lucie. Ce n'était pas seulement le langage de la survie. C'était celui de quelqu'un qui avait traversé de nombreux mondes. Un après-midi, Lucie mentionna un entretien raté dans une entreprise de logistique de taille moyenne. « Ils se développent trop vite », dit Samuel pensivement. « Sans renforcer leurs systèmes internes, ils épuiseront leur personnel en moins de 2 ans. » Lucie cligna des yeux. « Tu connais cette entreprise ? » « Je connais le schéma, » répondit-il. « C'est courant. » Elle l'observa attentivement. « Tu parles comme un consultant. » Samuel esquissa un faible sourire. « On m'a appelé de bien des façons. » Lucie rit, mais la remarque s'ancrera dans son esprit. Il y eut d'autres moments. Samuel ne sursautait jamais en présence de l'autorité. Lorsque des policiers passaient pour interroger des vendeurs ambulants ou chasser des mendiants, Samuel restait calme, obéissant, mais sans peur. Sa posture ne changeait pas. Il ne se ratatinait pas. Une fois, lorsqu'un jeune homme tenta de l'intimider pour lui prendre sa place près de l'intersection, Samuel répondit avec une fermeté tranquille. Pas de menace, pas d'agressivité, juste un regard soutenu et une seule phrase, prononcée si calmement que le jeune homme recula, déstabilisé. Lucie observa la scène de loin, surprise par l'échange-point. « Tu n'avais pas peur ?» dit-elle plus tard. Samuel haussa les épaules. La peur donne du pouvoir aux mauvaises personnes. Lucie hocha lentement la tête. Elle avait passé des années à craindre de perdre un mariage qui était déjà vide. La peur, elle l'apprenait peu à peu, lui avait coûté très cher. Pourtant, elle ne demanda pas à Samuel qui il avait été auparavant. Elle sentait que la vérité, quelle qu'elle soit, ne lui appartenait pas encore. Ce que Lucie demanda finalement fut plus simple. « Pourquoi ici ?» demanda-t-elle un soir alors qu'il regardait le ciel s'assombrir. « Cette ville a tant de recoins. Pourquoi celui-ci » Samuel observa la circulation, pensif. « Parce que les gens passent ici rapidement, » dit-il. « Ils ne s'attardent pas assez longtemps pour projeter trop de choses sur toi. » Lucie inclina la tête. « Tu n'aimes pas qu'on projette des choses sur toi. »« Je préfère être observé, » répondit-il. « Il y a une différence. » Lucie pensa à Daniel, aux attentes qu'il avait fait peser sur elle, au rôle qu'il avait façonné et exigé qu'elle remplisse. « Oui, » dit-elle doucement. « Il y en a une. » Leurs conversations continuèrent de s'approfondir, non par des confidences, mais par la réflexion. Samuel parlait de responsabilité, de la façon dont le pouvoir, lorsqu'il n'est pas interrogé, corrompt même les personnes bien intentionnées. Il parlait de la richesse, non comme de l'argent, mais comme d'une isolation face aux conséquences. L'argent, dit-il un jour, ne change pas les gens. Il révèle simplement ce dont ils étaient protégés. Lucie absorbait ces idées lentement. Elle n'était pas toujours d'accord, mais elle écoutait toujours. Quelque chose, dans la perspective de Samuel, semblait vécu, mérité, et non théorique. Un soir, Lucie évoqua Vanessa Hainaut pour la première fois, non par son nom, mais par sa présence. « Elle m'a remplacé », dit Lucie d'une voix neutre. Pas parce qu'elle l'aimait plus, mais parce qu'elle ressemblait à l'avenir qu'il voulait présenter. Samuel ne répondit pas immédiatement. Puis il dit « L'image est plus facile à entretenir que l'intégrité. » Lucie sourit tristement. « J'aurais aimé le savoir plus tôt. »« Tu le sais maintenant, » répondit Samuel. « Et ça compte. » Il y avait des jours où Lucie remarquait que Samuel était plus silencieux que d'habitude, le regard plus lointain. Ces jours-là, elle n'insistait pas. Elle avait appris, à travers sa propre douleur, que le silence n'était pas toujours une fuite. Parfois, c'était un temps de digestion intérieure. Un après-midi, Lucie arriva et constata que Samuel n'était pas à son endroit habituel.
L'espace sous le panneau publicitaire était vide. Une vague d'inquiétude la traversa. Elle se dit que c'était irrationnel. Il ne lui devait rien. Il avait sa propre vie, ses propres rythmes. Pourtant, elle resta plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu, balayant la zone du regard. 1 heure passa, puis une autre. Juste au moment où elle s'apprêtait à partir, elle l'aperçut de l'autre côté de la rue, parlant à voix basse avec un homme plus âgé, vêtu d'un costume sur mesure. Le contraste était saisissant, les vêtements usés, la tenue impeccable. Ils échangèrent quelques mots, puis l'homme hocha la tête et s'éloigna. Lucie fronça les sourcils. Quand Samuel revint enfin à sa place, elle demanda d'un ton détaché. « Un ami à toi ?» Samuel hésita une fraction de seconde de trop. « Une connaissance. » Lucie n'insista pas, mais le malaise s'installa plus profondément. Elle commença à se demander si elle le connaissait vraiment. Et pourtant, lorsqu'elle réfléchissait à la manière dont Samuel la traitait avec respect, patience et une honnêteté constante, elle réalisa que connaître le passé de quelqu'un n'était pas la même chose que connaître son caractère. Daniel lui avait tout partagé, ses rêves, ses frustrations, ses projets, et l'avait pourtant trahi sans remords. Samuel partageait très peu, et ne lui avait montré que de l'attention et du soin. Un soir, Lucie formula à voix haute ce qui tournait dans sa tête. « Tu sais, dit-elle, les gens pensent que tu es invisible. » Samuel sourit doucement. « La plupart, oui. Mais pas toi. » Lucie poursuivit. « Pas vraiment. » Il soutint son regard. « La visibilité est un choix. » Lucie y réfléchit. « Alors pourquoi choisir ça ?» Samuel la regarda longuement. « Parce que j'avais besoin de savoir qui j'étais quand personne ne regardait. » La réponse la troubla autant qu'elle l'intrigua. Cette nuit-là, Lucie resta éveillée dans sa chambre louée, fixant le plafond. Les paroles de Samuel résonnaient dans son esprit. Elle se demanda quel genre d'homme avait besoin de disparaître pour se comprendre. Quel genre de vérité il portait avec tant de précaution. Malgré les questions, Lucie ne s'éloigna pas. Elle n'exigea pas d'explications, ne traça pas de limites dictées par la peur. Elle continua de venir, de partager des repas, d'écouter. Sa confiance en Samuel n'était plus anodine. Elle était délibérée. Et dans cette confiance choisie, Lucie franchit un seuil silencieux, qu'elle ne nomma pas, mais qui allait façonner tout ce qui suivrait. Car tandis que Lucie commençait à remarquer les fissures dans le déguisement de Samuel, elle n'avait aucune idée de l'ampleur de la vérité qui se cachait dessous, ni de la violence avec laquelle elle entrerait un jour en collision avec le monde qui avait déjà tenté de l'effacer. Pour l'instant, elle savait seulement ceci. L'homme que la ville ignorait était bien plus qu'il n'y paraissait. Et la femme que la ville avait rejetée n'était plus disposée à se laisser tromper par les apparences. Lucie Namura ne tomba pas amoureuse d'un seul coup. Il n'y eut pas de déclaration soudaine, pas de prise de conscience dramatique bouleversant le monde en un instant. Ce qui se produisit fut plus lent, plus discret, comme une blessure qui se referme sans cérémonie, ou une pièce qui se réchauffe peu à peu lorsque le soleil reste assez longtemps à la fenêtre. Tout commença par la perception de l'absence. Un mercredi après-midi, Lucie arriva à l'intersection et constata que Samuel était encore absent. Pas simplement éloigné quelques instants, pas occupé à parler à quelqu'un. Absent. L'espace sous le panneau publicitaire semblait étrangement creux, comme si un son familier avait disparu de l'air. Elle attendit plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Tandis que la circulation défilait, Lucie sentit une tension subtile monter dans sa poitrine. Elle tenta de raisonner. Samuel n'avait jamais promis d'être là. Il ne lui devait rien. Elle avait appris, dans la douleur, à ne pas confondre constance et obligation. Pourtant, lorsqu'elle se résolut enfin à partir, la déception la surprit. Ce soir-là, Lucie reconnut ce sentiment pour ce qu'il était, de l'inquiétude. Cela la troubla. Elle avait reconstruit sa vie autour de la prudence, autour du fait de n'avoir besoin de personne, de ne plus jamais lier son sentiment de sécurité à la présence de quelqu'un. Et pourtant, la voilà, bouleversée par l'absence d'un homme qu'elle connaissait à peine, dont le passé restait largement inexprimé. Le lendemain, Samuel revint comme si de rien n'était. « Je croyais que tu avais disparu », dit Lucie légèrement, essayant de masquer le soulagement dans sa voix. Samuel sourit avec des excuses. Certains jours demandent de l'attention ailleurs. Lucie haussa un sourcil. C'est vague. Il eut un petit rire. Mais honnête. Elle accepta la réponse sans insister, mais le moment resta gravé en elle.
Au fil des semaines, Lucie réalisa à quel point la présence de Samuel avait commencé à l'ancrer, non comme une solution, mais comme un espace où elle pouvait enfin respirer. Leur conversation n'était plus hésitante. Elle coulait naturellement, parfois ponctuée de silence sans malaise. Lucie parlait désormais plus librement des petites humiliations du recommencement. De la façon dont elle sursautait encore quand quelqu'un élevait la voix, des rêves qu'elle avait peur d'oser à nouveau. Samuel écoutait, offrant parfois une perspective, jamais une correction. Je n'arrête pas de me dire que je devrais être plus forte maintenant, admit Lucie un soir. Que je devrais être passée à autre chose. Samuel secoua la tête. La guérison ne répond pas bien au délai. Lucie esquissa un sourire. Daniel disait la même chose à propos de la productivité. L'expression de Samuel se crispa brièvement, puis s'adoucit. Certains hommes mesurent la valeur par le rendement. D'autres apprennent à la mesurer par la présence. Lucie le regarda. Et toi? Je la mesure par ce qui reste quand tout le reste est arraché. Les mots restèrent suspendus. Lucie se surprit à attendre ces moments, non avec excitation, mais avec quelque chose de plus stable, une anticipation sans anxiété. Cela l'effrayait précisément parce que cela lui semblait sûr. Un soir, tandis que les lumières de la ville s'allumaient, Lucie resta assise près de Samuel plus longtemps que d'habitude. L'air était chaud, les sons de Nairobi s'installaient dans leur rythme nocturne familier. « Est-ce que l'homme que tu étais te manque parfois ?» demanda-t-elle soudain. Samuel réfléchit attentivement. « Parfois, dit-il. Mais pas les illusions. »« Quelles illusions ? » ?»« Que le pouvoir te protège de toi-même, répondit-il. « Ce n'est pas le cas. » Lucie hocha lentement la tête. « Je croyais que l'amour le ferait. » Samuel croisa son regard. « Il le peut, mais seulement quand il est réciproque. » Les mots tombèrent doucement, mais avec fermeté. Lucie sentit un déplacement silencieux en elle. Elle comprit que ce qu'elle ressentait pour Samuel n'était ni une fuite, ni un désespoir, ni une illusion. C'était une reconnaissance, le sentiment d'être rencontrée là où elle était réellement, et non là où elle prétendait être. Ce soir-là, tandis que Lucie rentrait à pied dans sa chambre louée, elle admit enfin la vérité autour de laquelle elle tournait depuis des jours. Elle s'attachait, non pas à l'idée de Samuel, ni à ce qu'il représentait, mais à la manière dont il la traitait avec dignité, patience et un respect inébranlable. À la façon dont il ne la faisait jamais se sentir petite ou redevable. À la manière dont il permettait à sa douleur d'exister sans exiger qu'elle se justifie. Lucie ne se hâta pas de définir ce sentiment. Elle avait appris le danger des étiquettes posées trop vite. À la place, elle établit des limites en silence. Elle ne dépendait pas de Samuel pour l'argent ou le soutien. Elle n'abandonnait ni sa recherche d'emploi ni ses petites sources de revenus. Elle continuait de construire son indépendance, brique après brique. Quoi que ce soit, elle voulait que cela grandisse aux côtés de sa force, et non à sa place. Samuel semblait le comprendre instinctivement. Il ne lui proposa jamais de réparer sa situation, ne suggéra jamais qu'elle méritait mieux comme prélude au contrôle. Il encourageait son travail, sa persévérance, sa confiance en elle. « Ta reconstruction, dit-il un jour, compte plus que l'arrivée. » Lucie emporta ces mots avec elle dans chaque longue journée. Il y eut pourtant des moments où la proximité frôlait quelque chose de plus tangible. Un sourire partagé qui durait un peu trop longtemps. Un bref effleurement de main en se passant de la nourriture. Une conscience muette qui s'installait entre eux. Un après-midi, Lucie se surprit à se demander ce que cela ferait de poser sa tête sur l'épaule de Samuel. La pensée la surprit. Elle n'y donna pas suite. À la place, elle nomma sa peur. « J'ai peur, admit-elle un soir, la voix basse. Pas de toi. De moi-même. » Samuel se tourna complètement vers elle. « De quoi exactement ? » De confondre encore la gentillesse avec la sécurité, dit Lucie. De dépendre de quelqu'un avant d'être prête. Samuel hocha lentement la tête. C'est une peur légitime. Tu n'es pas offensé ? Non, répondit-il. Une confiance qui grandit sans peur n'est pas de la confiance. C'est de l'aveuglement. Lucie sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Ils restèrent assis en silence après cela. À l'aise, pensifs. Quelques jours plus tard, Lucie essuya un nouveau refus, cette fois de la part d'une entreprise qu'elle espérait différente. Elle revint à l'intersection épuisée, sa détermination ébranlée, inquiète. Samuel le remarqua immédiatement. « Tu n'as pas besoin d'être forte aujourd'hui,
dit-il doucement. Lucie avala difficilement sa salive. Je ne sais pas comment ne pas l'être. Samuel lui tendit une bouteille d'eau. Alors sois juste honnête. Ces mots brisèrent la maîtrise qu'elle maintenait avec tant de soin. Les larmes montèrent sans prévenir. Lucie se détourna, gênée. Samuel ne s'approcha pas. Il ne la toucha pas. Il resta simplement là. Quand les larmes cessèrent, Lucie expira d'un souffle tremblant. Merci. Pourquoi? De ne pas essayer de me sauver. Samuel sourit doucement. Tu le fais déjà toi-même. À cet instant, Lucie comprit quelque chose d'essentiel. Elle ne tombait pas amoureuse parce qu'elle était brisée. Elle tombait amoureuse parce qu'elle guérissait. Le lien entre eux ne naissait pas du besoin, mais d'une reconnaissance mutuelle. Deux personnes dépouillées de leurs illusions, se rencontrant sans armure. Lucie ne savait pas encore comment cette histoire se terminerait. Elle ne savait pas qui Samuel était vraiment, ni quelle vérité se cachait encore sous son calme apparent. Mais elle savait ceci, pour la première fois depuis que la trahison avait mis sa vie en pièces, Lucie se sentait émotionnellement en sécurité. Non parce qu'elle avait trouvé la certitude, mais parce qu'elle avait trouvé l'honnêteté. Et elle pressentait que c'était là que commençait l'amour véritable. Le premier murmure parvint à Lucie Namura avant les rires. Il venait d'une femme au marché qui s'arrêta en plein échange lorsque Lucie s'approcha, ses yeux glissant brièvement vers l'intersection où Samuel Adawal s'asseyait souvent. La femme se pencha vers son amie, baissa la voix et parla juste assez fort pour être entendue. C'est elle. Lucie le ressentit comme un changement de température. Elle paya ses légumes, remercia la vendeuse et s'éloigna sans réagir. Des années de mariage lui avaient appris à garder un visage neutre quand quelque chose blessait profondément. Mais les murmures suivirent. Ils se multiplièrent d'abord discrètement. Des regards qui s'attardaient trop longtemps, des conversations qui s'interrompaient lorsque Lucie entrait dans un lieu. Puis ils devinrent plus audacieux. Un après-midi, alors que Lucie passait près d'un groupe de jeunes hommes à l'arrêt de bus, l'un d'eux éclata de rire. « Alors c'est là qu'elle a fini, dit-il. De femme mariée à travailleuse caritative. » Lucie continua d'avancer, le dos droit, le pas assuré. Elle ne se retourna pas. Elle avait appris que la dignité signifiait parfois refuser de reconnaître la cruauté. Ce qu'elle n'avait pas encore appris, c'était à quelle vitesse la cruauté s'organisait lorsqu'on lui en donnait la permission. Cette permission vint de Daniel Mohanji. Lucie le découvrit par hasard, grâce à une ancienne connaissance qui travaillait encore dans le cercle professionnel de Daniel. Elles se croisèrent dans un café, une rencontre maladroite que ni l'une ni l'autre n'avait prévue. « J'ai entendu parler de toi », dit la femme avec prudence après quelques minutes de banalité sur ta situation. Lucie hocha la tête. Les gens entendent beaucoup de choses. La femme hésita. Daniel parle. Lucie sentit sa poitrine se resserrer. Parler de quoi? De la façon dont tu as perdu le sens de ta vie, dit-elle avec précaution, de la façon dont tu passes du temps avec un mendiant maintenant. Il a dit qu'il avait essayé de t'aider, mais que tu avais refusé. Lucie ferma brièvement les yeux. Le schéma familier se révéla avec une clarté douloureuse. Daniel réécrivait l'histoire, se positionnant comme l'homme raisonnable. Généreux, et présentant Lucie comme instable, ingrate, perdue. Vanessa Atiano, elle non plus, ne resta pas silencieuse. Elle apparut un samedi matin au bord de l'intersection, impeccablement habillée, des lunettes de soleil perchées sur le nez. Lucie la vit avant que Samuel ne la remarque. Vanessa sourit en apercevant Lucie. C'était un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Je me demandais si c'était vrai, dit Vanessa en regardant ostensiblement Samuel avant de se tourner vers Lucie. Je pensais que Daniel exagérait. Lucie garda une voix calme. Que veux-tu, Vanessa? Je voulais juste voir, répondit Vanessa avec légèreté. Comprendre jusqu'où tu étais tombé. Samuel se leva lentement. Il ne s'avança pas vers Vanessa, mais sa présence changea, subtile, ancrée. Vous devriez partir, dit-il doucement. Vanessa le regarda, amusée. Je ne te parlais pas. Samuel soutint son regard sans ciller. Maintenant, si. La fermeté de sa voix prit Lucie au dépourvu. Vanessa le remarqua aussi. Audacieux pour quelqu'un dans ta position, dit-elle en riant doucement. Lucie fit un pas en avant. Cette conversation est terminée. Vanessa haussa les épaules. Bien sûr. Je voulais juste dire que Daniel et moi allons très bien.
Nous prospérons, même. C'est incroyable ce qui arrive quand on choisit le bon partenaire. Lucie ressentit la piqûre familière, mais elle était plus sourde maintenant, moins personnelle. Vanessa se pencha, baissant la voix. J'espère que tu retrouveras ton chemin. Ça, dit-elle en désignant vaguement Samuel, ce n'est pas un avenir. Lucie soutint son regard. Mon mariage non plus. Vanessa se redressa, visiblement contrariée. Comme tu veux. Elle s'éloigna sans un mot de plus. La rencontre ne passa pas inaperçue. En quelques jours, les murmures devinrent des commentaires. Les gens parlaient ouvertement désormais, certains avec moquerie, d'autres avec pitié. Elle était respectable autrefois. Regarde-la maintenant. Elle doit être désespérée. Lucie en ressentait le poids partout où elle allait. Même les employeurs potentiels semblaient percevoir la stigmatisation, leur intérêt se refroidissant dès que son nom était reconnu. Un après-midi, Lucie entendit une femme dire « Si elle ne sait même pas choisir un homme correctement, comment peut-on lui confier des responsabilités ?» Le jugement faisait mal, non parce que Lucie y croyait, mais parce qu'elle en reconnaissait le pouvoir. La société resserrait les rangs, imposant ses règles. Les femmes qui échouaient dans le mariage étaient censées disparaître en silence, pas réapparaître avec de l'autonomie. Samuel remarqua le changement immédiatement. « Tu es plus silencieuse, dit-il un soir. » Lucie songea à nier, puis secoua la tête. « Les gens parlent. » Samuel hocha la tête. « Ils parlent toujours quand une femme sort du rôle qui lui a été assigné. » Lucie rit amèrement. « Je ne suis même pas sorti de ce rôle. J'en ai été poussé. » Et Samuel dit doucement. « Tu es puni parce que tu refuses d'y retourner en rampant. » Lucie s'adossa au mur, l'épuisement s'infiltrant jusque dans ses os. « Parfois, je me demande s'il ne serait pas plus simple de disparaître. » Samuel se tourna entièrement vers elle. « Ne fais pas ça. » Un seul mot, mais il pesait plus lourd qu'un long discours. « Je ne parle pas physiquement, » précisa Lucie. « Juste socialement. Ne plus être visible. Ne plus être jugé. » Samuel l'observa attentivement. « La visibilité attire le regard critique, dit-il, mais elle invite aussi le changement. » Lucie le regarda avec scepticisme. Le changement fait généralement mal à celui qui passe en premier. Oui, reconnut-il. C'est vrai. Malgré la pression grandissante, Lucie ne cessa pas de voir Samuel. Au contraire, sa détermination se renforça. Non par défi, mais par lucidité. Elle avait vécu selon les attentes des autres et avait été rejetée malgré tout. Elle refusait de répéter ce schéma. Pourtant, la tension se faisait sentir. Un soir, en rentrant dans sa chambre louée, Lucie trouva un mot glissé sous sa porte. Aucun nom, seulement un message écrit d'une écriture soignée. « Tu te ridiculises. » Et un peu de dignité. Lucie fixa le papier un long moment avant de le déchirer en deux, puis en quatre, puis en lambeaux. Elle s'assit sur son lit, les mains tremblantes non de peur, mais de colère. Le lendemain, Daniel l'affronta directement. Il la trouva près du marché, flanquée de deux connaissances qui semblaient clairement attendre un spectacle. « Ça doit s'arrêter, » dit Daniel d'un ton sec. « Tu t'humilies. » Lucie soutint son regard calmement. « Je ne t'ai pas demandé de t'inquiéter pour moi. »« Tu nuis à ta réputation, » poursuivit-il. « Les gens parlent aussi de moi. » Lucie laissa échapper un rire bref, incrédule. « De toi ? » « Oui, » répliqua-t-il sèchement. « Ça me porte préjudice. Tu étais ma femme. »« Était » insista Lucie. « Tu n'as plus le droit de gérer ma vie. » L'expression de Daniel se durcit. « J'ai essayé de t'aider. »« Tu as essayé de me contrôler » répondit Lucie calmement. « Ce n'est pas la même chose. » Il ricana. « Cet homme, ce mendiant, t'utilise. Tout le monde le voit. » Lucie prit une lente inspiration. Tout le monde voit ce qu'il veut voir. Daniel se pencha vers elle, la voix basse. « Reviens. Je peux parler à Vanessa. On peut trouver une solution. » Lucie sentit quelque chose se figer en elle, solide, inébranlable. « Non, » dit-elle simplement. Daniel se redressa, la colère traversant son visage. « Alors n'attends aucune pitié. » Lucie le regarda s'éloigner, entourée d'approbation et d'arrogance, sans éprouver le moindre regret. Ce soir-là, elle s'assit en silence près de Samuel,
la ville bourdonnant autour d'eux. Ils essaient de te briser, dit-il doucement. Lucie hocha la tête. Je sais. Y arrive-t-il? Lucie réfléchit soigneusement. Non. Ils me montrent seulement à quel point ils ne m'ont jamais vraiment vu. Samuel esquissa un sourire. C'est une liberté douloureuse. Oui, répondit Lucie. Mais c'est quand même la liberté. Les moqueries continuèrent. La pression augmenta. Le nom de Lucie devint, dans certains cercles, synonyme d'échec, dans d'autres, de scandale. Mais sous le bruit, quelque chose d'inébranlable s'était formé. Lucie Namura n'avait plus besoin d'approbation pour survivre. En choisissant la dignité plutôt que l'acceptation, elle franchit un nouveau seuil, un seuil qui forcerait bientôt le monde à affronter une vérité qu'il cherchait tant à déformer. Lucie Namura comprit, avec une clarté qui la surprit elle-même, que choisir la dignité n'était pas un acte unique. C'était une pratique quotidienne, discrète, délibérée, souvent solitaire. Le matin suivant, Daniel la confronta de nouveau. Lucie se réveilla avant l'aube, la ville encore enveloppée de ce calme fragile avant le retour de l'agitation. Elle s'assit au bord de son lit, les pieds sur le sol frais, laissant le poids du mois écoulé s'installer sans le repousser. Les chuchotements, les regards, le mot sous sa porte, la voix de Daniel, convaincue d'avoir le droit de décider pour elle. Elle ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait fatiguée. Mais sous cette fatigue se trouvait quelque chose de plus stable que le courage, la résolution. Lucie suivit sa routine, se laver, s'habiller, préparer son sac avec le peu de nourriture qu'elle avait. Lorsqu'elle sortit, le soleil commençait à peine à se lever, teintant les bâtiments d'un or pâle. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'éprouva pas le besoin de se presser. À l'intersection, Samuel Adawal était déjà là. Il la salua d'un signe de tête, attentif. « Tu n'as pas beaucoup dormi. » Lucie sourit faiblement. « Assez. » Ils s'assirent côte à côte, regardant la ville s'éveiller. Pendant plusieurs minutes, aucun ne parla. Lucie appréciait que Samuel ne la force jamais à parler, ne lui demande jamais d'expliquer la lourdeur qu'il percevait. « J'ai réfléchi, dit-elle enfin, à ce que Daniel a dit, à ce que tout le monde répète. » Samuel attendit. « Il pense que je choisis cette vie par désespoir, continua-t-elle. Que je m'accroche à toi parce que je n'ai rien d'autre. » Samuel se tourna légèrement vers elle. « Et toi, qu'en penses-tu » Lucie soutint son regard sans hésiter. « Je pense que je me choisis moi-même. » Les mots avaient du poids. Ils étaient réels. Samuel hocha lentement la tête. Peu de gens reconnaissent ce moment quand il arrive. Lucie expira doucement. « J'ai passé des années à me rapetisser pour le confort de quelqu'un d'autre. Je ne le ferai plus. Ni pour Daniel. Ni pour la société. Ni même pour toi. » Elle le regarda attentivement pour s'assurer qu'il comprenait la dernière phrase. Samuel sourit sans offense, sans défense, avec respect. « Je ne voudrais pas que tu le fasses. » Cette réponse compta plus pour Lucie qu'elle ne l'aurait cru. Au fil des jours, Lucie rendit son choix visible, non comme une provocation, mais comme une limite. Elle ne cacha pas son amitié avec Samuel. Elle ne l'expliqua pas non plus. Aux questions intrusives, elle répondit calmement ou pas du tout. Face aux moqueries, elle refusa de réagir. Elle découvrit que cela les déstabilisait plus que la colère. Lucie se concentra sur ce qu'elle pouvait contrôler. Elle accepta davantage de petits travaux temporaires, malgré l'épuisement. Elle économisa avec soin, comptant chaque pièce. Elle s'inscrivit à un cours du soir dans un centre communautaire, une formation de base en comptabilité, pratique, sur laquelle elle pourrait construire. Samuel l'encourageait discrètement, sans jamais orienter ses choix, renforçant simplement sa confiance. « Tu investis dans ton avenir, » lui dit-il un soir. « C'est puissant. » Lucie sourit. « Ça ne paraît pas puissant. Ça paraît lent. »« Les choses lentes durent, » répondit Samuel. Malgré la stabilité qu'elle construisait, Lucie savait qu'elle avançait sur une ligne fragile. La ville ne pardonnait pas facilement aux femmes. Les opportunités restaient rares. Le jugement persistait comme une ombre. Un après-midi, après une longue journée à nettoyer des bureaux, Lucie revint plus tard que d'habitude à l'intersection. Samuel rangeait ses rares affaires, se préparant à partir pour la nuit. « Tu te lasses parfois de tout ça ?» demanda Lucie doucement. Samuel réfléchit. « Des suppositions ? Oui.
Du silence aussi. Lucie hocha la tête. Je crois que je comprends. Elle hésita, puis reprit. Je veux être clair sur quelque chose. Samuel se tourna complètement vers elle. Je tiens à toi, dit Lucie. Mais je ne laisserai pas cet attachement remplacer mon indépendance. Je ne serai pas sauvée. Je ne serai pas cachée. Et je ne serai pas définie par la personne à côté de qui je me tiens. L'expression de Samuel s'adoucit. Lucie, je ne te demanderai jamais ça. J'avais besoin de l'entendre, admit elle. Tu l'as entendu, répondit-il simplement. Et tu l'entendras encore si nécessaire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Lucie sentit quelque chose se mettre en place. Pas de la romance. Pas de la certitude. Mais un alignement. Elle choisissait un chemin fidèle à ses valeurs, et non à sa peur. Les conséquences de ce choix arrivèrent rapidement. Quelques jours plus tard, après un entretien prometteur, Lucie fut convoquée dans un petit bureau. La responsable, une femme d'une quarantaine d'années au regard perçant et au ton mesuré, ferma la porte et croisa les mains. « Je veux être honnête avec vous, dit-elle. Vos qualifications conviennent. Vos références sont bonnes. Mais il y a des inquiétudes. » Lucie se prépara. « À propos de quoi ? » « De votre situation personnelle, répondit prudemment la femme. De votre visibilité. De l'attention qui vous entoure. Lucie sentit la chaleur familière lui monter à la poitrine. Vous parlez de mon divorce et de mes fréquentations. La responsable l'observa longuement. Je suis d'accord avec vous, dit-elle enfin, mais d'autres pourraient ne pas l'être. Lucie hocha la tête. Alors ce n'est peut-être pas le bon endroit pour moi. La femme esquissa un sourire. Peut-être pas. Lucie partit sans amertume, sans supplier. Elle avait appris que certaines portes se fermaient non par échec, mais par désalignement. Quand elle en parla à Samuel, il l'écouta attentivement. « Tu es déçu ?» dit-il. « Oui, » admit Lucie. « Mais je n'ai pas honte. » Samuel hocha la tête. « C'est un progrès. » Ce soir-là, Lucie reçut un message d'un numéro inconnu. Tu fais une erreur. La fierté ne te nourrira pas. Lucie fixa l'écran un instant, puis supprima le message sans répondre. Elle avait cessé de négocier sa valeur. La semaine suivante apporta une opportunité inattendue. Une petite association dans laquelle Lucie avait été bénévole des années plus tôt la contacta, cherchant une aide administrative temporaire. Le salaire était modeste, les horaires incertains, mais le travail correspondait à ses valeurs. Elle accepta sans hésiter. Le travail était exigeant, mais porteur de sens. Lucie accompagnait des femmes en transition, veuves, mères célibataires, survivantes en reconstruction. Leurs histoires résonnaient profondément en elle. Sa propre douleur lui donnait perspicacité, patience et empathie. Un après-midi, après une longue journée, Lucie revint à l'intersection, fatiguée mais ancrée. Samuel le remarqua immédiatement. « Quelque chose a changé, dit-il. » Lucie sourit. « Je crois que j'ai trouvé mon équilibre. » Samuel lui rendit son sourire. « Je n'en ai jamais douté. » Lorsque les lumières de la ville s'allumèrent, Lucie s'assit près de lui, ressentant une justesse qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait. Elle ne savait pas qui Samuel était vraiment, ni quel secret se cachait encore sous son calme apparent. Mais elle savait une chose. Pour la première fois depuis que la trahison l'avait mise à nu, elle faisait des choix enracinés dans le respect de soi, et non dans la peur. Lucie Namura avait choisi sa dignité. Et même si le monde n'avait pas encore rattrapé ce choix, il devrait le faire, tôt ou tard. Parce qu'une femme qui refusait d'être diminuée était bien plus dangereuse qu'une femme qui se conformait, Lucie Namura commença à sentir que Samuel Adawal portait quelque chose de plus lourd que le silence. Ce ne fut pas un instant précis qui l'alerta, mais une accumulation de petits changements, de subtiles variations dans son comportement, que seule une personne ayant appris à observer attentivement pouvait remarquer. Certains jours, il devenait plus réservé, le regard lointain, les réponses mesurées. Par moments, il semblait écouter quelque chose au-delà du bruit de la rue, comme s'il anticipait une interruption qui n'arrivait jamais vraiment. Lucie ne l'affronta pas. Elle avait appris que certaines vérités résistaient à la contrainte. Pourtant, la curiosité s'installa dans sa poitrine. Un après-midi, Lucie arriva à l'intersection et trouva Samuel plongé dans une conversation avec une femme qu'elle ne reconnaissait pas.
La femme était vêtue simplement, mais sa posture était assurée, ses gestes précis. Lorsqu'elle remarqua l'approche de Lucie, elle s'arrêta, l'observant ouvertement. Samuel se leva en voyant Lucie. « Lucie, dit-il d'un ton chaleureux mais prudent. Voici Myriam. » Myriam sourit poliment. « Je suis contente de vous rencontrer enfin. » Lucie cligna des yeux. « Enfin ?» Samuel se racla la gorge. « Myriam m'aide à gérer certaines choses. » Lucie hocha lentement la tête. « Enchantée. » Le regard de Myriam s'attarda sur Lucie un instant de plus que confortable, sans hostilité, mais avec évaluation. Puis elle se tourna vers Samuel. « Nous devons parler, » dit Myriam à voix basse. La mâchoire de Samuel se crispa presque imperceptiblement. « Plus tard. »« Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre, » répondit Myriam. Lucie se sentit mal à l'aise, consciente d'assister à quelque chose de privé. « Je peux partir » proposa-t-elle. Samuel hésita, puis acquiesça. « On se voit plus tard. » Lucie s'éloigna, la conversation se rejouant dans son esprit. Gérer certaines choses. L'expression résonnait d'une ambiguïté troublante. Ce soir-là, Lucie eut du mal à se concentrer. Le bureau de l'association bourdonnait d'activité, mais ses pensées revenaient sans cesse à Samuel et à la femme nommée Myriam. Elle ressentit une pointe inattendue d'insécurité, pas de la jalousie, mais de l'incertitude. Elle avait pris soin de ne pas imaginer un avenir avec Samuel, de ne pas projeter d'espoir sur lui. Et pourtant, la réalisation que certaines parties de sa vie se déroulaient entièrement hors de son regard la déstabilisa. Le lendemain, lorsque Lucie revint à l'intersection, Samuel était plus silencieux que d'habitude. « Tu sembles distrait, » dit-elle doucement. Samuel soupira. « Je le suis. »« Tu veux en parler ?» Il la regarda longuement, pesant quelque chose d'invisible. « Pas encore. » Lucie hocha la tête. « D'accord. » Samuel esquissa un faible sourire. « Tu es très patiente. » Lucie soutint son regard. « J'ai appris la différence entre la patience et l'effacement. » Les mots tombèrent avec une force tranquille. Au cours des semaines suivantes, les signes continuèrent d'apparaître. De brefs appels téléphoniques que Samuel prenait hors de portée de Lucie, l'arrivée occasionnelle de personnes bien habillées qui lui parlaient à voix basse avant de disparaître dans la ville. Chaque fois, Samuel reprenait sa place sous le panneau publicitaire, parfaitement calme, comme si rien ne s'était passé. Lucie se sentit tiraillée entre deux instincts. Le respect des limites de Samuel et la conscience grandissante que sa présence dans sa vie n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Un soir, Lucie exprima ses pensées avec précaution. « Je n'ai pas besoin de tout savoir sur toi, » dit-elle. « Mais j'ai besoin de savoir si je suis honnête avec quelqu'un qui l'est aussi avec moi. » Samuel ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, quelque chose qui ressemblait à du regret passa sur son visage. « Tu le hais, » dit-il doucement. « Je te le promets. » Lucie l'observa. « Mais l'honnêteté n'arrive pas toujours d'un seul coup. » Samuel poursuivit. « Parfois, elle vient par étapes, quand la personne qui la reçoit est prête. » Lucie réfléchit. « Et tu penses que je ne le suis pas ?» Samuel secoua la tête. « Je pense que la vérité que je porte compliquerait la vie que tu es encore en train de construire. » Lucie sentit une pointe d'agacement. « Tu n'as pas le droit de décider de ce que je peux supporter. » Samuel soutint son regard sans fléchir. « Tu as raison. » Cet aveu la surprit. « J'essaie de protéger quelque chose, » ajouta-t-il. « Pas mon image. Pas mon confort. Toi. » Lucie expira lentement. Une protection sans consentement ressemble beaucoup à du contrôle. Samuel hocha la tête. C'est une comparaison juste. Ils restèrent silencieux après cela, la ville vibrant autour d'eux. Lucie ressentit une tension qu'elle n'avait pas connue depuis la fin de son mariage, ce déséquilibre né d'une vérité retenue. Plus tard dans la nuit, Lucie repassa la conversation en boucle. Elle se demanda si elle ne répétait pas d'anciens schémas. Accepter une transparence partielle, minimiser son malaise, se convaincre que la patience était une vertu. Elle se fit une promesse, elle n'ignorerait plus jamais son intuition. Quelques jours plus tard, la vérité se rapprocha. Un après-midi, Lucie quittait le travail plus tôt lorsqu'elle remarqua un SUV noir à l'arrêt de l'autre côté de la rue. Les vitres étaient teintées, le moteur discret mais puissant. En passant près de la vitre arrière, légèrement abaissée, Lucie aperçut Myriam à l'intérieur.
Lucie, l'appelait-elle. Lucie s'arrêta, le cœur battant. Elle s'approcha avec prudence. Myriam lui fit signe de s'approcher davantage. Je voulais te parler en privé. Lucie hésita. À propos de Samuel. La poitrine de Lucie se serra. Est-il en danger? Myriam esquissa un léger sourire. Pas de la façon dont tu l'imagines. Lucie croisa les bras. Alors pourquoi suis-je debout à côté d'un véhicule de luxe, interrogé par une inconnue? Myriam l'observa longuement. Parce que tu comptes pour lui. La phrase pesa lourdement. Samuel Adawal n'est pas celui qu'il paraît être, poursuivit Myriam. Mais la version de lui que tu connais, cette par-là est réelle. Le pouls de Lucie s'accéléra. Que voulez-vous dire? Je veux dire que l'homme qui s'assoit dans la rue est aussi un homme qui domine des salles où tu n'es jamais entré, expliqua Myriam avec soin. Et cette dualité existe pour une raison. La voix de Lucie resta stable malgré la tempête en elle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que les choses sont sur le point de changer, répondit Myriam. Et quand ce sera le cas, tu mérites de comprendre sur quel terrain tu te tiens. Lucie recula d'un pas. Si Samuel a quelque chose à me dire, il doit me le dire lui-même. Myriam hocha la tête. Il le fera, quand le moment sera venu. Lucie regarda le SUV s'éloigner, l'esprit en ébullition. Ce soir-là, lorsqu'elle retrouva Samuel à l'intersection, elle ne dit rien au début. Elle s'assit simplement à côté de lui, sentant le poids de la vérité non dite entre eux. « Tu as parlé à Myriam » dit Samuel doucement. Lucie se tourna vers lui. « Oui. » Il ferma brièvement les yeux. « Je suis désolé de t'avoir demandé de me faire confiance tout en te cachant la partie de ma vie qui explique tout. » La voix de Lucie trembla légèrement. « Est-ce que tu me mens ?» Samuel secoua la tête. « Non. Mais je ne te dis pas toute la vérité. » Lucie se leva, l'air soudain trop étouffant pour respirer. « Je ne supplierai pas pour l'honnêteté, » dit-elle fermement, malgré la douleur dans sa poitrine. « Mais je ne ferai pas semblant que ça ne me fait pas mal. » Samuel se leva à son tour. « Je n'ai jamais voulu te blesser. »« L'intention n'efface pas l'impact, » répondit Lucie doucement. Elle s'éloigna avant que la conversation ne puisse se défaire davantage. Cette nuit-là, Lucie resta éveillée, fixant le plafond, l'esprit rempli de questions. Qui était Samuel Adawal? Quelle vie menait-il au-delà de l'intersection? Et surtout, que signifiait pour elle le fait d'avoir commencé à aimer un homme dont elle ne connaissait pas encore la vérité? La confiance entre eux ne s'était pas brisée, mais elle s'était fissurée. Et à travers cette fissure, la lumière de la révélation commençait à s'infiltrer. Le jour où tout commença à se défaire n'arriva pas sans avertissement. Lucie Namura rangeait des dossiers au bureau de l'association lorsque son téléphone sonna. Le numéro était inconnu. Elle hésita à répondre, les appels inconnus étaient devenus une source d'angoisse, mais quelque chose la poussa à décrocher. « Lucie » dit une voix urgente. C'était Myriam. « J'ai besoin que tu viennes à l'hôpital Sainte-Anne immédiatement. » L'estomac de Lucie se noua. Que s'est-il passé? Il y eut une brève pause, maîtrisée. Samuel s'est effondré. Le monde se rétrécit en un silence assourdissant. Lucie attrapa son sac sans réfléchir, murmura une explication à sa supérieure et se précipita dehors. Le trajet jusqu'à l'hôpital lui sembla irréel, les feux de circulation flous, la ville continuant de vivre comme si rien n'avait changé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son téléphone, rejouant encore et encore les mots de Myriam. Samuel s'effondra. À l'hôpital Sainte-Anne, l'atmosphère était tendue. La sécurité à l'entrée était plus renforcée que d'habitude. Des hommes en costume sombre parlaient à voix basse dans leurs oreillettes, le regard balayant les couloirs. Lucie ralentit, la confusion se mêlant à l'angoisse. Ce n'était pas l'hôpital qu'elle connaissait. Myriam l'attendait près des portes de l'unité de soins intensifs. Son expression était maîtrisée, mais ses yeux trahissaient l'urgence. « Il est ?» commença Lucie. « Il est stable » répondit Myriam. « Pour l'instant. » Lucie expira de façon tremblante. « Je peux le voir ?» Myriam hésita, puis hocha la tête. « Oui, mais vous devez vous préparer à ce que vous allez voir. » Lucie fronça les sourcils. « Se préparer à quoi ?» Myriam ne répondit pas et la guida dans le couloir. En s'approchant de la chambre, Lucie remarqua d'autres détails.
des médecins parlant avec une déférence inhabituelle, des infirmières se déplaçant rapidement, des administrateurs échangeant à voix basse. Un homme en costume parfaitement taillé se tenait près de la porte, parlant dans son téléphone. « Oui, monsieur. Le conseil a été informé. » Lucie s'arrêta net. « Le conseil ?» murmura-t-elle. Myriam se tourna vers elle. « Lucie, il n'y a pas de manière simple de dire tout ça. » Avant que Lucie ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. L'homme en costume s'écarta, hochant respectueusement la tête vers Myriam, puis vers Lucie. « Mademoiselle Namura, dit-il. Nous vous attendions. » Lucie le fixa. « Vous connaissez mon nom. » Myriam posa une main ferme sur le bras de Lucie. « S'il vous plaît, entrez simplement. » La chambre de soins intensifs était silencieuse, rythmée par le souffle doux des machines. Samuel était allongé sur le lit, le visage pâle, un tuyau d'oxygène sous le nez. Il paraissait plus petit, comme dépouillé de l'assurance qu'il avait toujours définie. Lucie se précipita à son chevet et lui prit la main sans hésiter. « Samuel, » murmura-t-elle. « Je suis là. » Ses doigts se resserrèrent faiblement autour des siens. « Je ne voulais pas que tu découvres ça comme ça, » murmura-t-il. Lucie déglutit. « Découvrir quoi ?» Samuel soutint son regard, les yeux lourds d'excuses. « Tout. » Avant que Lucie ne puisse poser une autre question, la porte s'ouvrit de nouveau. D'autres personnes entrèrent, hommes et femmes impeccablement vêtus, leur présence emplissant la pièce. L'un d'eux s'avança, la posture formelle. « Monsieur Adawal, » dit-il calmement. « La situation est sous contrôle. Les médias ont été détournés. Vos instructions ?» Le souffle de Lucie se bloqua. Elle regarda l'homme, puis Samuel, puis Myriam. « Que se passe-t-il » Samuel serra sa main. « Lucie, j'ai besoin que tu m'écoutes. » Sa poitrine lui sembla oppressée. « J'écoute. » Samuel inspira lentement. « Je m'appelle Samuel Adawal, » dit-il d'une voix stable malgré son état. « Je suis le fondateur et le PDG du groupe Adawal. » Les mots tombèrent dans la pièce comme un verre brisé, sec et définitif. Lucie eut l'impression que le sol basculait sous ses pieds. « Ce n'est pas. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas possible. » Samuel ne détourna pas le regard. « Si. » Lucie retira sa main et recula comme si elle s'était brûlée. « Tu es en train de dire que tu... » Quoi ? Que tu faisais semblant d'être un mendiant. Samuel ferma brièvement les yeux. « Je ne faisais pas semblant d'être pauvre. Je choisissais de vivre sans protection. » Lucie eut un rire bref, cassant, incrédule. « Sans protection ? Tu m'as laissé croire que tu n'avais rien. Tu as laissé les gens te traiter comme ça. »« Je les ai laissés se révéler, » répondit Samuel doucement. « Et je me suis laissé me souvenir de qui j'étais sans influence. » Le cœur de Lucie battait à tout rompre. La colère monta, vive et désorientante. « Alors moi, j'étais quoi ? Un test ? » « Non, » dit Samuel aussitôt. « Jamais. » La voix de Lucie tremblait. « Alors qu'est-ce que j'étais pour toi ? » Samuel tenta de se redresser, grimaçant légèrement. « Tu étais réel. La première personne qui m'a vu sans rien attendre en retour. » Lucie secoua la tête, les larmes brouillant sa vue. « Tu m'as regardé être humilié. Tu m'as laissé être jugé pour être resté à tes côtés. Je ne m'attendais pas à ce que la cruauté se retourne contre toi, » dit-il doucement. « Tu n'as pas le droit de dire ça, » répliqua Lucie sèchement. « Tu n'as pas le droit de décider des risques que je prends sans me dire la vérité. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Myriam parla avec douceur. « Lucie, Samuel a disparu de la vie publique il y a des mois après une tentative de prise de contrôle hostile menée par des membres de son propre conseil. Il s'est retiré pour protéger l'entreprise et lui-même, le temps de déterminer en qui il pouvait avoir confiance. » Lucie se tourna vers elle. « Et vous avez pensé que s'asseoir dans la rue était la solution ? C'était la clarté, » répondit Samuel. « Et l'anonymat. » Lucie eut un nouveau rire amer. « L'anonymat pour toi, l'exposition pour moi. » Samuel tenta de reprendre sa main, s'arrêtant lorsqu'elle recula. « Je suis désolé, » dit-il. « J'aurais dû te le dire plus tôt. » Lucie le fixa, le voyant désormais à travers un prisme qu'elle n'avait pas choisi. Le calme, la lucidité, l'autorité qu'elle avait ressentie puis écartée. Tout prenait sens. Et c'est cela qui faisait le plus mal. « Je ne t'ai pas choisi parce que je pensais que tu étais brisé, » dit-elle doucement.
Je t'ai choisi parce que tu étais gentil. Samuel hocha la tête. Je sais. Maintenant, je ne sais plus ce qui est réel, murmura-t-elle. Tout était réel, insista Samuel. Chaque mot, chaque moment. Lucie recula encore, ses émotions s'entrechoquant. Trahison, confusion, chagrin. Ce n'était pas la trahison de Daniel, brutale et cruelle. C'était quelque chose de plus complexe, de plus intime. Tu m'as enlevé mon choix, dit-elle. Le visage de Samuel se décomposa. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Lucie essuya ses larmes et se redressa. L'intention n'efface pas l'impact. Elle se dirigea vers la porte. Lucie, appela Samuel d'une voix faible. Elle posa la main sur la poignée. J'ai besoin de temps, dit-elle, la voix ferme mais brisée. Et d'espace. Myriam s'écarta tandis que Lucie sortait dans le couloir. À l'extérieur des soins intensifs, le monde reprenait son rythme. Téléphone qui sonnait, pas pressé, une énergie de pouvoir et d'urgence vibrant dans l'air. Lucie s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. Elle avait aimé un homme qu'elle croyait sans rien. Maintenant, elle faisait face à la vérité, il avait tout. Et elle ne savait pas si cela rendait ce qu'ils avaient partagé plus fort, ou si cela le détruisait complètement. Lucie quitta l'hôpital sous la lumière crue de l'après-midi, le cœur en morceaux qu'elle ne savait pas encore nommer. Le secret n'était plus caché, et plus rien, absolument rien, ne serait jamais pareil. Lucie Naambora ne retourna pas au carrefour après l'hôpital. Pendant des jours, elle traversa sa vie comme sous l'eau. Sons étouffés, mouvements ralentis, émotions tardives et écrasantes. Elle allait travailler. Souriait quand il le fallait. Accomplissait ses tâches avec une précision mécanique. Mais intérieurement, ses pensées tournaient sans fin autour du même instant. La voix de Samuel en soins intensifs, calme et désolé, prononçant des mots qui avaient fendu sa réalité en deux. Fondateur et PDG du groupe Adawal. Le nom résonnait partout désormais, à la radio pendant ses trajets, dans les titres partagés par ses collègues lors de conversations feutrées au bureau de l'association. « Tu as entendu parler de Samuel Adawal ?» murmura quelqu'un un après-midi. Le milliardaire qui avait disparu. Ils disent qu'il est réapparu après s'être effondré en public. Lucie gardait les yeux rivés sur son écran, le cœur battant à tout rompre. Chaque mention lui donnait l'impression d'être mise à nu, comme si sa douleur privée était recyclée en spectacle public. Elle évitait les appels de Myriam. Ignorait les numéros inconnus. Elle avait besoin de distance, de réfléchir sans être dirigée, expliquée ou protégée. La nuit, Lucie restait éveillée, rejouant des souvenirs désormais altérés par le contexte. Samuel redirigeant l'argent vers d'autres mendiants. Samuel parlant calmement à des hommes de pouvoir. Samuel ne demandant jamais rien. Tout s'expliquait, et pourtant comprendre n'apaisait pas la blessure. Ce qui la hantait le plus n'était pas le mensonge lui-même, mais la manière dont il faisait écho à son passé. Daniel avait dissimulé la vérité pour garder le contrôle. Samuel avait dissimulé la vérité pour préserver une forme de sécurité, d'évaluation, de pouvoir. Les raisons différaient. L'impact, non. Lucie s'était juré de ne plus jamais accepter une honnêteté partielle. De ne plus jamais abandonner son pouvoir d'agir au nom de la patience ou de la protection. Et pourtant, Samuel était entré dans sa vie avec douceur, sans exigence, sans cruauté. Il ne l'avait pas diminué. Il ne l'avait ni exploité financièrement ni émotionnellement. Au contraire, il avait encouragé son indépendance à chaque étape. Cette contradiction la déchirait. Un soir, Lucie se retrouva devant l'hôpital, le bâtiment brillant sous le ciel qui s'assombrissait. Elle n'avait pas prévu de venir. Ses pas l'y avaient simplement menée. Elle n'entrapée à point a eu lieu d'entrer, elle s'assit sur un banc de l'autre côté de la rue, observant le flux constant de personnes qui entraient et sortaient. Elle se demanda combien d'entre elles portaient des secrets assez lourds pour fracturer la vie de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra. Un message de Myriam. Il demande à te voir. Pas l'entreprise. Pas le conseil. Toi. Lucie fixa l'écran un long moment avant de taper une réponse. Je ne suis pas prête. La réponse arriva rapidement. Je comprends, mais il doit te raconter le reste. Lucie rangea son téléphone dans son sac sans répondre. Les jours passèrent. La ville s'ajusta à la révélation du retour de Samuel Adawal. Les analystes débattaient de sa stratégie. Les investisseurs spéculaient.
L'histoire passa du mystère à l'admiration. Les gros titres encadraient sa disparition comme un acte de génie, son humilité comme un signe de brillance. Personne ne demanda ce qu'était devenue la femme qui avait été à ses côtés lorsqu'il n'avait rien. Lucie remarqua immédiatement le changement. Au marché, les commerçants la saluaient plus chaleureusement lorsqu'ils la reconnaissaient. Certains la regardaient avec curiosité plutôt qu'avec mépris. « C'était toi ?» demanda une femme un après-midi. Celle qui était avec lui. Lucie hocha la tête. La femme secoua la tête, émerveillée. « Tu dois être quelqu'un de très spécial. » Lucie força un sourire poli et s'éloigna. « Spécial ?» Le mot avait un goût amer. Elle ne voulait pas être spéciale. Elle voulait de l'honnêteté. La pression monta subtilement. Des connaissances reprirent contact. De vieux amis réapparurent. Même le nom de Daniel surgit à nouveau, cette fois sous la forme d'un message soigneusement formulé. « Nous devrions parler. » Lucie le supprima sans répondre. Une semaine plus tard, Samuel essaya à nouveau, cette fois via une note manuscrite remise par Myriam. « Je te dois la vérité, sans filtre ni peur. Pas en tant que PDG, mais en tant qu'homme qui t'a fait du tort. Laisse-moi essayer. » Lucie tint la note longtemps, ses doigts suivant l'écriture irrégulière. C'était indéniablement l'écriture de Samuel, soigneuse et volontairement contenue. Contre son meilleur jugement, elle accepta. Ils se rencontrèrent, non à l'hôpital, non dans un bureau, mais dans un parc public tranquille à la périphérie de la ville. Terrain neutre, espace ouvert, sans dynamique de pouvoir déguisé en intimité. Samuel arriva seul, sans escorte, sans spectacle. Il marcha lentement, encore en convalescence, habillé simplement. Lorsqu'il vit Lucie, il s'arrêta à quelques pas. « Merci d'être venu, dit-il. » Lucie croisa les bras. « Ne me remercie pas encore. » Samuel hocha la tête. « Juste. » Ils s'assirent aux extrémités opposées d'un banc, la distance volontaire. « Je vais commencer par la vérité. J'aurais dû te le dire en premier, dit Samuel doucement. Je n'ai pas disparu pour tester les gens. J'ai disparu parce que je ne me faisais plus confiance. » Lucie ne dit rien. « Mon entreprise a grandi plus vite que moi, continua-t-il. Le pouvoir m'a isolé. L'argent m'a protégé des conséquences. Quand mon propre conseil a essayé de me renverser, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose qui ne reflétait plus qui j'étais. » Lucie regarda droit devant elle. « Alors, tu as choisi la pauvreté ? » « J'ai choisi l'anonymat, corrigea Samuel. Pour me rappeler qui j'étais sans levier. Et j'étais un simple pion, murmura Lucie doucement. Samuel sursauta. Non, tu étais inattendu. Lucie se tourna vers lui. Tu m'as laissé croire que nous étions égaux. Tu m'as laissé te défendre, perdre du statut pour toi, être jugé pour toi alors que tu avais toujours une sortie. Samuel avala difficilement. Tu as raison. Le silence s'étira entre eux. Je n'ai jamais voulu te diminuer, dit-il. J'ai admiré ta force bien avant que tu admires la mienne. Lucie rit amèrement. Tu ne m'as pas donné la chance de choisir en connaissance de cause. Ce n'est pas de l'admiration. C'est du contrôle. Samuel baissa la tête. Je sais. Lucie inspira lentement. Tu sais ce qui a fait le plus mal ? Samuel leva les yeux. Dis-moi. Pour la première fois depuis la fin de mon mariage, je me suis senti en sécurité, dit Lucie. Pas parce que tu étais puissant, mais parce que tu étais honnête, ou du moins je le pensais. La voix de Samuel se brisa légèrement. J'étais honnête sur ce que je devenais. Je n'étais pas honnête sur ce que j'avais été. Lucie se leva. Ce ne sont pas deux choses séparées. Samuel ne répliqua pas. Je ne dis pas ça pour te punir, continua Lucie. Je le dis parce que je ne réécrirai plus mes limites pour accommoder le confort de quelqu'un d'autre. Samuel se leva lentement. Que demandes-tu ? Lucie soutint son regard, ferme et résolu. Rien. Ni argent, ni sauvetage, ni explication. Je choisis la distance parce que j'ai besoin de savoir que ma vie, ma dignité, ne dépend pas de la vérité de quelqu'un d'autre. Samuel hocha la tête, la douleur visible mais contenue. J'accepte cela. Lucie marqua une pause, surprise de l'absence de protestation. Tu ne me demandes pas de rester ? Samuel secoua la tête. Non, je te demande de ne pas disparaître. Lucie réfléchit un instant. Je ne disparaîtrai pas. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta.
Ce que nous avions comptait, dit-elle sans se retourner. Cela ne disparaît pas parce que la vérité est arrivée tard. La voix de Samuel fut douce. Cela comptait pour moi aussi. Lucie s'éloigna, les pas fermes, le cœur lourd mais intact. Elle ne savait pas ce que l'avenir réservait à Samuel, à elle-même, ni à ce qui restait entre eux. Mais elle savait une chose, elle ne laisserait pas l'amour, aussi sincère soit-il, effacer la leçon qu'elle avait payée des années de silence. La vérité avait été révélée. Venait maintenant le travail plus difficile, décider à quoi ressemblerait la justice, la guérison et le pardon quand le pouvoir ne serait plus invisible. Lucie Namura ne s'attendait pas à ce que la justice arrive silencieusement. Elle avait imaginé, si elle se permettait d'imaginer, qu'elle viendrait avec confrontation, voix élevées et retournements dramatiques. Au lieu de cela, elle se déroula par une série de petites confrontations délibérées qui se propageaient à partir de vérités longtemps réprimées. La première vague atteignit Daniel Mohangy. Lucie l'apprit par hasard, grâce à une collègue de l'association qui suivait de près l'actualité économique. Elle déjeunait lorsque la collègue leva les yeux de son téléphone, les sourcils levés. « Daniel Mohangy, dit-elle. N'était-il pas ton mari ?» Lucie sentit un resserrement familier mais hocha la tête. « Oui. » La collègue hésita. Sa société vient de perdre un partenariat majeur. Les investisseurs se sont retirés après qu'un audit interne ait signalé des irrégularités. La fourchette de Lucie resta suspendue en l'air. Irrégularité. Détournement. La collègue continua. Apparemment, il a exagéré son rôle dans plusieurs projets. On parle d'une revue éthique. Lucie avala difficilement. Elle ne ressentit aucune satisfaction, seulement une étrange sensation d'inévitabilité. Au cours des semaines suivantes, l'image soigneusement construite de Daniel commença à se fissurer. Les clients prirent leur distance. Les invitations se tarirent. La confiance qu'il avait autrefois protégée chancela sous l'examen. Vanessa Atiano ne supporta pas bien ce changement. Lucie la croisa un après-midi près du même café où elle avait autrefois surpris des murmures sur elle-même. Vanessa semblait différente, toujours impeccable mais tendue, le sourire forcé. Lorsqu'elle vit Lucie, elle se figea. « Lucie » dit Vanessa trop vivement. « Ça fait longtemps. » Lucie la regarda calmement. « Oui. » Vanessa ajusta son sac sur l'épaule. « Je voulais dire que les choses se sont compliquées. » Lucie attendit. « Je ne savais pas pour la situation de Daniel. » Vanessa continua rapidement. « Si j'avais... » Lucie leva la main doucement. « Tu n'as rien à m'expliquer. » La maîtrise de Vanessa vacilla. « Tu ne comprends pas. Les gens parlent. Ils agissent comme si je devais savoir. » Lucie hocha la tête. « C'est généralement comme ça que ça se passe. » Vanessa s'énerva. « Je ne l'ai pas volé. Il m'a choisi. »« Oui, » dit Lucie calmement. « Et maintenant tu apprends ce que cela signifie d'être choisi par quelqu'un qui mesure la valeur par l'avantage. » Vanessa la fixa, stupéfaite. « Tu crois que tu es meilleure que moi maintenant ?» Lucie secoua la tête. « Non, je crois que je suis libre. » Vanessa ne dit rien de plus. Elle se détourna et s'éloigna, ses talons frappant le trottoir plus fort que nécessaire. Lucie ne ressentit aucun triomphe, seulement une fermeture. La deuxième vague atteignit la famille de Daniel. Sa mère appela Lucie tard un soir, depuis un numéro que Lucie n'avait pas vu depuis des mois. Lucie hésita avant de répondre. « Oui. » Il y eut un silence à l'autre bout. « Lucie, » dit la mère de Daniel d'une voix rigide. « Nous devons parler. » Lucie s'appuya contre sa chaise. « De quoi? De malentendu ?» La femme répondit. « De la façon dont ça s'est terminé. » Lucie ferma les yeux un instant. « Je ne crois pas qu'il y ait eu de malentendu. » Un autre silence. Daniel est sous beaucoup de pression. Il a fait des erreurs. Lucie écouta en silence. « Tu étais une bonne épouse, » dit enfin la femme. « Peut-être avons-nous été trop sévères. » Lucie sentit le poids des années peser sur cette seule phrase. « Je n'avais pas besoin d'être une bonne épouse pour mériter le respect, » répondit-elle calmement. « J'avais besoin d'être humaine. » Le silence tomba. « Je te souhaite le meilleur, » ajouta Lucie, « mais je ne rouvre pas ce que j'ai déjà guéri. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Cette nuit-là, Lucie resta seule dans sa chambre, réfléchissant à l'étrange symétrie de tout cela. La chute de Daniel n'avait rien de dramatique. Elle était procédurale, institutionnelle,
impersonnel. Les mêmes systèmes dont il avait bénéficié le tenaient maintenant responsable. Lucie n'avait rien orchestré. Elle ne l'avait pas demandé. La justice, comprit-elle, ne nécessitait pas toujours un témoin. Parfois, la vérité arrivait simplement parce que les mensonges ne pouvaient pas tenir leur forme indéfiniment. La dernière vague atteignit Samuel Adawal. Le conseil d'Adawal Group se réunit publiquement pour la première fois depuis son retour. Des conférences de presse suivirent, des communiqués furent publiés. Samuel reprit sa place, non pas avec bravade, mais avec une restructuration claire du leadership et de la responsabilité. Lucie suivait la couverture à distance. Elle remarqua la manière dont Samuel parlait. Mesuré, transparent, refusant de romantiser son absence. Il ne présenta pas son temps passé dans la rue comme un coup d'éclat ou une expérience. Il reconnut le privilège qui lui avait permis de s'éloigner et de revenir. J'ai appris que le pouvoir déforme les retours, dit-il lors d'une interview, et que la dignité est souvent accordée de manière sélective. Nous restructurons non seulement les opérations, mais aussi les valeurs. Lucie apprécia cette retenue, cette honnêteté. Pourtant, elle garda ses distances. Samuel respecta cela. Il n'appela pas, n'apparut pas sans prévenir, n'envoya aucun cadeau, ne fit aucun geste grandiose. Lorsqu'ils se croisèrent à un événement public quelques semaines plus tard, organisé par l'association de Lucie, il la salua d'un simple signe de tête, rien de plus. Cette retenue comptait. La vie de Lucie continuait de prendre forme. L'association lui proposa un contrat à plus long terme. Son cours de comptabilité se termina avec d'excellentes recommandations. Lentement, les opportunités se présentèrent. Pas à cause de l'homme à côté duquel elle se tenait, mais grâce au travail qu'elle avait accompli. Un soir, après un atelier communautaire, Lucie se retrouva seule à marcher dans le parc où elle et Samuel avaient parlé pour la dernière fois. Elle s'assit sur le même banc, les lumières de la ville scintillant à travers les arbres. Elle pensa au pardon, non pas comme absolution, ni réconciliation, mais comme libération. Lucie avait pardonné à Daniel, non pas parce qu'il s'était excusé, mais parce que porter ses choix ne lui servait plus. Samuel était différent. Sa tromperie n'était pas née du mépris, mais de la peur et de la désillusion. Cela n'effaçait pas le mal, mais le compliquait. Une présence familière s'approcha. Lucie leva les yeux et vit Samuel à une distance respectueuse. « Je ne savais pas que tu serais ici, » dit-il. « Je viens ici parfois, » répondit Lucie. « C'est calme, » acquiesça Samuel. « Puis-je m'asseoir » Lucie réfléchit, puis fit un geste vers le banc. « Tu peux. » Ils s'assirent, l'espace entre eux volontaire mais plus souple. « Je voulais te dire quelque chose, » dit Samuel sans attente. Lucie écouta. « J'ai assumé l'entière responsabilité devant le conseil, » continua-t-il. « Pas seulement pour mon absence, mais pour l'impact sur l'entreprise, sur les personnes affectées, sur toi. » Lucie scruta son visage. Il avait l'air fatigué, ancré. « Je ne demande pas le pardon, » ajouta Samuel. « Je te le dis parce que la responsabilité compte, même quand il n'y a pas de récompense. » Lucie inspira lentement. « Merci. » Ils restèrent silencieux un moment. « Regrettes-tu » demanda Lucie enfin. Samuel réfléchit. « Je regrette de ne pas t'avoir fait confiance plus tôt avec la vérité. Je ne regrette pas de devenir quelqu'un qui la valorise. » Lucie hocha la tête. « C'est juste. » Elle se leva, ajustant son sac. « Je ne sais pas encore à quoi ressemble le pardon. » Samuel se leva également. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » Lucie soutint son regard, ferme, sans peur. « Je le ferai. » En s'éloignant, Lucie sentit quelque chose se stabiliser en elle. Pas une résolution, mais un équilibre. La justice n'était pas venue par la vengeance. La guérison n'avait pas exigé de réconciliation, et la dignité n'avait pas été restaurée par la richesse ou le statut, mais par le respect des limites et l'acceptation des vérités. Lucie Namura avait été au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas créée et elle en était sortie non pas indemne, mais intacte. La vie de Lucie ne se transforma pas du jour au lendemain après que la justice eut trouvé son équilibre. Elle s'adoucit. Elle se stabilisa. Elle s'élargit. Les semaines qui suivirent sa dernière conversation avec Samuel furent calmes, non vides, mais volontairement dépouillées. Lucie s'appuya sur la routine avec une nouvelle conscience. Elle se leva tôt, non par anxiété, mais par choix. Elle marchait vers le travail les épaules détendues.
Elle riait plus facilement. Quand des défis surgissaient, elle les affrontait sans réflexe de se recroqueviller. Pour la première fois de sa vie adulte, Lucie vivait sans excuse. L'association renouvela son contrat puis élargit son rôle. Son attention aux détails, son empathie pour les clientes et son autorité calme lui valurent rapidement la confiance. Elle devint une personne que les femmes demandaient par son nom, quelqu'un qui écoutait sans jugement, qui comprenait la reconstruction parce qu'elle l'avait vécue. Un après-midi, alors que Lucie animait une petite séance pour des femmes traversant divorce et déplacement, elle se surprit à prononcer des mots qu'elle n'avait pas planifiés. « Vous n'êtes redevable à personne de preuve de votre douleur, dit-elle doucement. Et vous n'avez pas besoin de permission pour reconstruire. » Les femmes hochèrent la tête, certaines pleurèrent. Lucie sentit le poids de son propre parcours s'installer dans le sens. Plus tard ce soir-là, Lucie était seule dans sa chambre, passant en revue des documents pour un programme à venir. On frappa à la porte, doucement, délibérément. Elle hésita, puis ouvrit. Samuel se tenait dans l'encadrement. Il avait l'air différent, pas plus riche, pas plus puissant, mais plus clair. L'aisance de quelqu'un qui n'était plus divisé entre plusieurs versions de lui-même. « J'espère que ce n'est pas intrusif, dit-il. Myriam m'a dit, tu pourrais être chez toi. » Lucie le regarda un instant, puis s'écarta. « Tu peux entrer. » Samuel entra, regardant l'espace modeste sans commentaire. Il resta debout jusqu'à ce que Lucie fasse un geste vers une chaise. « Je ne resterai pas longtemps, dit-il. Je voulais te parler avant de quitter la ville. » Lucie s'assit en face de lui. « Combien de temps ? » « Ah, un moment, répondit Samuel. « Je me retire à nouveau. Pas pour disparaître, juste pour redistribuer le leadership. L'entreprise n'a pas besoin de moi au centre pour fonctionner. » Lucie scruta son visage. « Et toi, Samuel ?» Il sourit faiblement. « Je dois me rappeler que le pouvoir n'est pas proximité. C'est responsabilité. » Lucie hocha la tête. « Ça ressemble à de la croissance. »« Ça l'est, dit-il. Et c'est grâce à toi. » Lucie leva la main doucement. « Non, c'est parce que tu as choisi d'écouter. » Samuel accepta la correction. « Je voulais te demander quelque chose, continua-t-il. Sans pression, Lucie soutint son regard. « Vas-y. »« Quand je reviendrai, dit Samuel, choisissant ses mots avec soin, envisagerais-tu de recommencer avec la vérité complète, l'entière autonomie, et sans déséquilibre ?» Lucie sentit la question s'installer, non comme une exigence, mais comme une proposition. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle réfléchit à la femme qu'elle était lorsqu'elle avait rencontré Samuel pour la première fois. Fatiguée, déplacée, incertaine de sa valeur. Elle pensa à la femme qu'elle était maintenant. Ancrée, lucide, capable de se tenir seule sans peur. « Je ne dirai pas où il y a quelque chose pour lequel je ne suis pas prête, dit-elle calmement. Samuel hocha la tête. « Je ne voudrais pas que tu le fasses. Mais, continua Lucie, je ne dirai pas non par peur non plus. » L'expression de Samuel se radoucit. « J'ai besoin de temps, dit Lucie. Pas parce que je doute de toi, mais parce que je me fais confiance. » Samuel sourit. « C'est tout ce que j'espère entendre. » Ils se levèrent. Pas d'accolade, pas d'adieu dramatique, juste un respect mutuel. Quand Samuel partit, Lucie referma la porte et s'y appuya brièvement, non submergée, mais pensive. Le moment semblait complet, peu importe ce qui viendrait ensuite. Des mois passèrent. Le travail de Lucie s'élargit. Elle aida à lancer une nouvelle initiative pour soutenir les femmes quittant des mariages instables et des foyers dangereux. Le programme attira l'attention, pas de manière sensationnelle mais constante. Lucie prit la parole lors de panels, non pas en tant que victime, mais en tant que praticienne façonnée par l'expérience. Elle ne mentionna jamais Samuel. Elle n'en avait pas besoin. Un après-midi, Lucie croisa Daniel Mohangy par hasard. Il semblait plus petit, moins sûr de lui. Quand il la vit, il se figea. « Lucie, dit-il, tu as l'air bien. » Lucie sourit poliment. « Oui. » Daniel hésita. « Je voulais m'excuser pour tout. » Lucie l'étudia. Cet homme qui avait jadis défini ses limites. « Je n'ai pas besoin d'excuses pour avancer, dit-elle. Mais j'espère que tu apprends. » Daniel hocha la tête, châtié. « Je le fais. » Lucie lui souhaita du bien et continua son chemin sans se retourner. Cette nuit-là, Lucie se tenait sur son balcon, regardant les lumières de la ville s'étirer au loin.
Elle ne ressentit ni nostalgie, ni amertume, seulement une gratitude silencieuse pour le chemin qu'elle avait choisi. Elle n'avait pas été sauvée. Elle avait survécu, reconstruit et redéfini sa vie. Quelques mois plus tard, Lucie reçut une lettre. Elle était manuscrite. Lucie, je suis dans une petite ville au bord de la côte. Pas de gros titres, pas de salle de conseil, juste du travail qui compte et des gens qui parlent honnêtement. Je ne sais pas où nos chemins nous mèneront, mais je sais une chose. Cette rencontre a changé la façon dont je mesure le succès. Quoi que tu choisisses, merci de m'avoir rappelé que la dignité ne se reçoit pas. Elle se pratique. Samuel. Lucie plia soigneusement la lettre et la rangea dans son tiroir, non pas comme une promesse, mais comme un chapitre reconnu. Elle ne se précipita pas vers l'avenir. Elle marcha vers lui avec assurance, entière et sans peur. Lucie Namura avait choisi l'amour une fois par compassion. Elle s'était choisie elle-même par courage. Et ce faisant, elle avait appris la vérité la plus puissante de toutes. Que la guérison ne nécessite pas de sauvetage, que la justice n'a pas besoin de vengeance, et que l'amour, le véritable amour, ne survit que là où vérité et dignité marchent côte à côte. L'histoire de Lucie Namura n'est pas celle d'une femme sauvée par la richesse, ni celle d'un homme dont l'argent aurait réécrit le destin. Elle raconte ce qui reste lorsque l'illusion disparaît, et qui nous choisissons de devenir dans cet espace. Lucie a été trahie d'une manière que beaucoup connaissent trop bien, non pas par une cruauté soudaine, mais par un effacement lent. Elle a donné sa loyauté là où on l'attendait, son silence là où il était récompensé, et sa patience là où elle était exigée. Et pourtant, elle a été écartée. Sa douleur nous rappelle une vérité difficile. Le sacrifice ne garantit pas le respect et l'endurance n'est pas synonyme d'amour. Ce qui a changé la vie de Lucie n'a pas été la découverte que Samuel était puissant. Ce fut le moment où elle réalisa qu'elle avait le droit d'être puissante elle aussi. Sans permission, sans validation, sans se tenir à côté du statut de quelqu'un d'autre, même lorsque la vérité brisait son sentiment de sécurité, Lucie refusa de reconstruire sa vie sur le seul confort. Elle choisit l'honnêteté plutôt que l'illusion, la dignité plutôt que l'approbation, et la confiance en soi plutôt que la peur. Le parcours de Samuel offre sa propre leçon. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas contrôlé, déforme à la fois la vision et la conscience. S'éloigner du privilège ne le rendit pas juste, mais cela le rendit responsable. Et la responsabilité, contrairement à la richesse, ne peut pas se cacher derrière l'influence. Le véritable changement commença non pas lorsqu'il reprit sa position, mais lorsqu'il accepta la responsabilité des dommages que son silence avait causés. Cette histoire nous rappelle que la guérison n'est pas dramatique. Elle est patiente. Elle ne précipite pas le pardon et n'exige pas la réconciliation au prix du respect de soi. La justice n'arrive pas toujours avec des applaudissements. Parfois, elle survient silencieusement, lorsque les gens sont enfin vus pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils prétendent être. Surtout, le parcours de Lucie nous enseigne que l'amour ne se mesure pas à combien nous endurons, mais à quel point nous sommes autorisés à être en sécurité. Le véritable amour ne demande pas de disparaître, de se réduire ou d'attendre dans l'ombre la vérité. Il se tient là où la dignité est honorée et où le choix est respecté. Si cette histoire vous a touché, nous serions ravis de connaître vos impressions. Quelle partie du parcours de Lucie a résonné avec votre propre expérience? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez que les histoires sur la guérison, la justice et la dignité humaine comptent, envisagez de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous. Votre présence aide à maintenir ces histoires vivantes.